Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous devez vous dire que je vous sers toujours la même intro, que je suis toujours très heureux. Mais c'est vrai, car partager avec vous les échanges que j'ai avec les chefs ou les professionnels de la restauration, c'est une grande joie pour moi. Et là, je suis très heureux, car cet échange, il a été riche, il est inspirant et c'est aussi le souvenir d'une super rencontre. Céline Chung est dans Chef d'entreprise. Alors si vous aimez la food, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, vous connaissez sûrement son nom, peut-être un peu son histoire, mais connaissez-vous les coulisses de son ascension fulgurante? Savez-vous comment sont nées les idées, ce qui les inspire, et savez-vous comment elle a sauté le pas et a déclaré vouloir ouvrir son restaurant sans aucune expérience? Savez-vous combien elle en a ouvert ensuite? Spoiler, 6 en 6 ans. Ouais, et elle parle maintenant d'une grande famille, forcément, la Bao Family, car Céline a eu l'idée de monter Petit Bao, puis tous ses frères et sœurs à Paris et Marseille. Alors elle va nous raconter l'histoire de cette entreprise, elle va nous raconter aussi son histoire, car vous me connaissez, si j'ai pas ça, moi, je comprends pas. Elle va parler aussi d'association, car ce récit, elle l'a écrit à 4 mains avec Billy Femme. Elle va nous dire pourquoi être entrepreneur, c'est pas être chef d'entreprise, hyper bien. Bref, là encore, c'est une masterclass, et en toute humilité, s'il vous plaît. Alors ouais, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Chef d'entreprise pour vous faire découvrir l'histoire de Céline Chung. Je suis née à Paris et mes parents sont d'origine chinoise. Et du coup, j'ai grandi dans cette double culture. Et j'ai grandi dans une boutique, dans celle de mon grand-père, qui a été reprise par mes parents, une maroquinerie dans le cœur du Marais. Et en fait, j'ai grandi dans cette boutique et travaillé très tôt dans cette boutique. Donc, je suis une fille de commerçante et j'ai toujours aimé le contact avec les gens. Et je crois que ce que j'aime dans la vie, c'est la cuisine, c'est faire plaisir aux gens, c'est les voyages, c'est la poésie, l'architecture, l'art. Et Waouh, du coup, il y a beaucoup de ouais, choses. il y a beaucoup de Il y a choses. beaucoup de choses. Mais Ouais. à cette époque, dans cette boutique, tu nous as donné déjà beaucoup d'éléments. Tu parles de double culture. Mmh. La double culture, effectivement, on se parle d'origine et d'un endroit où on a grandi. Mais qu'est-ce que tu y mets, toi, derrière ce mot de double culture? Qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite? Alors, ça m'évoque des traditions et des codes sociaux, hem, des habitudes qui en fait sont spécifiques à chacune des cultures. Et en fait, moi je me suis un peu adaptée, à la on va dire au code, français à l'école notamment, Mmh. alors que je ne connaissais pas la langue au départ, pour, être acceptée. Parce Et qu'à la maison, c'était plutôt, chinois, chinois complètement. et de l'autre côté, d'accord, du coup, tu avais Ah des ouais. journées à double vitesse? Ah mais double vie, schizophrène. Ouais. Donc à l'école, je parlais français, je mangeais du pain et avec des fourchettes. Je rentrais et à la maison, je rentrais, je parlais chinois, le dialecte de mes parents. Je mangeais du riz avec des baguettes D'accord. et je Et mangeais tu le jamais de vivais pain à la comment? maison. Bah, moi, je trouvais ça marrant de vraiment vivre une double vie. Ouais. Parce que vraiment, à l'école, je faisais pas du tout petite fille chinoise parce que je parlais pas trop de ce qui se passait à la maison. Mmh. Donc je m'intégrais Ouais, tu étais vraiment, à complètement l'environnement, ouais, complètement française et à la maison, j'étais complètement chinoise. d'accord. Et tes parents, ils agissaient comment dans ce cadre-là? Est-ce qu'ils t'encourageaient à préserver une identité, un patrimoine, une manière d'être? Ou au contraire, est-ce qu'ils te disaient, «Sois la plus française possible» entre guillemets? Alors c'est marrant, mais c'est complètement les 2. Ah ouais. Ouais, parce que, en fait, donc ils vivaient dans le quartier de Arts et Métiers. C'est, une communauté, chinoise qui vient de la ville de Wenzhou, au sud de Shanghai et du coup, on vit, en communauté avec, mes oncles, mes tantes, nos voisins, Qui qui ont étaient tous des donc là, dans commerces. ce cas ah Ils oui. sont dans ce quartier et puis on se fait des copains avec, les commerçants du coin, quoi, qui viennent tous de la même ville. On les appelle tonton, tata, mais, même Mmh. s'ils sont pas même si on n'est pas de la même famille. Du coup, en fait, je grandis comme dans cette communauté-là. On va faire nos courses au supermarché chinois rue Homer. Je vais acheter mon petit déjeuner dans le traiteur, et c'est des bao rue Homer. Donc tu Donc as une espèce de bulle ah, culturelle complètement une bulle assez confortable culturelle. pour le coup, Ouais, plutôt réconfortante. réconfortante, exactement, mais en plein cœur de Paris. Hem, Trop bien. Trop bien, mais c'est vrai que du coup, ils m'ont jamais emmenée au restaurant français. Ah ouais. Ils m'ont jamais, voilà et enfin,
amener au musée ou au cinéma ou au Ah oui, t'es théâtre. pas en prise avec l'environnement. Tu Pas vis du comme tout. sous une cloche culturelle, Ouais, patrimoniale, et t'es pas exactement. exposé. Ouais, exactement. Et par contre, je devais m'intégrer hyper fort à l'école. Je devais être bonne en classe, je devais bien tout apprendre. Ça, culturellement, c'est un biais répandu, Ah oui, j'imagine, mais quelle que soit la communauté, finalement, non, il faut essayer de faire le max. bah complètement, parce qu'en fait, mes grands-parents sont arrivés en France pour fuir une pauvreté, une misère. Mmh. Donc de Euh, fait, il y a un poids qui repose un petit peu sur un... Exactement, et une Mmh. réussite nécessaire pour réussir une ascension sociale, Ouais, quoi. bien sûr. Ouais. Donc toi, tu recueilles tout ça. Donc moi, voilà, je Le suis jour née à l'école, le soir avec les parents dans la famille, 2 cultures et la nécessité de faire bien. exactement dans les 2 cultures. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis de l'enfance? Tu parles de ce commerce et du fait que tu avais déjà un rapport avec le public, l'envie de les accueillir, d'échanger. Quand t'es petite, comment tu te projettes, comment tu te vois plus tard? Alors c'est marrant, mais moi j'adorais être dans cette boutique-là, au début en observation, et j'aimais voir le flux des passants, le flux des clients. Je voyais que mon père racontait des histoires aux clients, il devenait ami avec ses clients. Je trouvais ça assez fou, et c'était des clients qui venaient toutes les semaines. Et après on pouvait prendre le petit déj ensemble ou déjeuner ensemble. Donc il y a une vraie relation intime qui s'est nouée avec ces personnes-là qui passaient la porte de notre boutique, Mmh. et j'adorais ça. Et en Est-ce que fait, c'était des Parisiens, des Français ou pas de du tout? Ou alors de c'était le tout tout. mélangé? Ah oui, Alors mes parents, leur boutique, c'était une boutique de gros, et du coup, ils vendaient leurs sacs à des personnes qui avaient des boutiques, d'accord, voilà, OK. en Donc là, pour le province, coup, il y avait une ouverture et c'était pas du tout, complètement. d'accord. Ouais. Dans la boutique, c'était ouvert Ah ouais, OK. et on parlait français. Et ouais, non mais Ouais, c'est pas rien mine de rien parce que c'est une incursion là, dont tu pouvais être témoin, d'un point de vue exactement, commercial, professionnel. complètement. Et moi, dans cette boutique, je pense que j'ai un peu rêvé, tu vois, d'avoir ma propre boutique un jour. Je rêvais d'avoir un lieu sans savoir, quel type de lieu encore. Et alors c'est quoi qui t'amusait là-dedans? Parce que moi j'avais le même truc moi c'était le côté marchand. J'adorais ce truc de Ouais. l'échange. Toi, c'est quoi qui te plaisait là-dedans? On sent qu'il y a le rapport aux gens, en l'occurrence, Ah oui, qui il te y a le parlait. rapport aux gens et en effet le côté marchand. Ouais, Pour moi, la vente, c'est un jeu, et leur vendre, et raconter une histoire autour d'un produit, pour ouais. moi, c'est un jeu, et j'ai toujours, adoré ça. Et donc quand t'étais petite, tu disais quoi? Un jour je vais avoir, un magasin, un lieu sans trop savoir quelle pouvait être sa vocation Ouais, ou complètement. son propos? Ouais, je savais que j'allais avoir un lieu, que j'allais tenir un lieu, qu'elle allait être plutôt mon univers. Il était aussi un moment question que je reprenne, la boutique ou le commerce de mes parents, et en fait, je très tôt, j'ai su que je voulais faire, mon propre chemin, et donc c'était, mon propre lieu. Mais vraiment, je n'avais aucune idée Ouais, de ce que ça de allait la forme être, que ça pourrait pas prendre. du tout. Et à un moment, je pensais que ça allait être une boutique de mode, parce que, tu vois, j'ai fait un stage à un moment chez Chanel, et donc je me suis dit: «Pourquoi pas la mode?» J'aime le savoir-faire, j'aime les belles choses, donc ça allait être quelque chose en lien avec, une expertise, un savoir-faire, Mmh. mais je n'avais aucune idée à l'époque, que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Ah oui, bah oui, c'est sûr, j'imagine. Comment ça comment tu grandis, comment tu avances dans le temps? Alors, il y a cette envie de réussir, d'excellence, de s'élever socialement, donc tes études, elles vont, subir entre guillemets cette volonté ou est-ce que tu vas, faire peu d'études, tu vas t'orienter comment? Alors, non, j'ai été, assez, assidue, et j'étais Tu vraiment coché les la cases, j'ai bon élève. coché les cases bonne élève. J'ai vraiment le cliché de la petite fille asiate, 1re de la classe. Vraiment, tu vois, au lycée. Après, j'ai fait une prépa, une école de commerce, Oui, mais clairement, il fallait que j'ai un métier, un beau métier, ouais, et mes parents voulaient que je sois cadre pour une grande boîte française, d'accord, ouais. pour assurer une sécurité, financière. Donc c'est le parcours que j'ai eu, en fait, hyper classique, Donc là, et tu s traces, tu fais toutes ces années, mais là, ouais. l'idée d'ouvrir un commerce, elle est pas forcément présente. Tu avances, faut que tu sois forte et Alors ouais, j'avance, mais au fond de moi, quand même, je savais qu'un jour j'allais, monter mon propre projet. Je pense que j'ai toujours su que que j'avais envie d'être indépendante. J'ai toujours su que je voulais, un peu avoir mon propre destin, et que faire en sorte, j'allais faire en sorte d'accomplir un peu ma destinée, sans savoir ce que c'était, ouais. mais je savais que j'allais avoir un destin pas commun,
pas commun, mais en tout cas pas celui que mes parents avaient Ah oui. avaient envisagé Mais pour du coup, moi. dans un premier temps, tu te dis, je vais les rassurer, Alors au début, prépa. Parce que t'as pas entrepris tout de suite, de fait. Ah non, bien sûr. Ouais. Ouais. Prépa école de commerce, je pense que c'était aussi un domaine qui me plaisait, généraliste. Et ensuite, j'ai fait du conseil pendant 3 ans. Et le conseil, c'était pour moi une possibilité en fait de continuer à apprendre dans des domaines ultra différents et de toucher un tout petit peu à l'entrepreneuriat. Ça consistait en quoi ces 3 années? Du coup, tu faisais quoi? Qu'est-ce que t'as découvert? Alors, en gros, je faisais des missions pour des grosses boîtes du CAC 40 sur des projets de transformation digitaux. Ça pouvait être Carrefour, mise en place d'un nouveau système d'information fournisseur. D'accord. Et toi, tu les accompagnais dans cette démarche? Ouais, c'était des grands groupes qui avaient une volonté d'innovation, d'innovation, exactement. Et toi, tu les conseillais là-dessus? Oui, complètement. Enfin, en fait, je menais un projet et je menais à bout le projet avec une équipe. D'accord. Mais au bout de 2 ans, j'ai su que c'était pas du tout pour moi. Par contre, j'ai énormément appris. J'ai appris à gérer des projets de grande ampleur. J'ai appris à défendre une vision auprès de cadres très haut placés. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses. Par contre, clairement, je savais que pour moi, ça n'avait pas de sens et que moi, j'ai besoin d'avoir des actions concrètes qui se voient à un rythme qui soit rapide. Donc de l'agilité, une échelle plus réduite pour pouvoir voir l'effet de ce que tu entreprends. Là, c'était des grands groupes, donc en fait, ça mettait de l'inertie. Exactement, de l'inertie, 15 stades de validation avant de arriver à quelque chose. Et moi, clairement, j'étais très frustrée et je ne voyais pas en fait l'impact finalement de mon travail quotidien. Ouais. Du coup, vraiment, ça manquait de sens. Et donc au bout de 2 ans, je me suis dit ça y est, c'est le moment. Enfin, t'as fait tes 2 ans, t'as appris. Maintenant, c'est le temps de réfléchir à ce que t'as vraiment envie de faire. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. D'accord. Quand j'ai commencé à réfléchir. Après, j'ai démissionné à 26 ans. Et j'ai mis 1 an du coup à poser toutes mes idées sur un carnet. Donc je savais que je voulais entreprendre, je savais pas encore dans quoi, et donc à chaque fois que je me baladais, que je parlais à des amis, que je voyais quelque chose, un manquement, un besoin qui n'était pas comblé par un service, en gros je commençais à noter mes idées dans un carnet. Il doit y avoir, et ça doit être drôle de relire aujourd'hui ce genre d'idées parce que t'as dû en avoir des... En fait, ça a commencé par des post-it. Donc, chaque idée, je me la mettais sur un post-it. J'avais un board de post-it avec des idées. Chez toi? Chez moi, il y avait un nouveau post-it toutes les semaines. Et en fait, ce truc de post-it, je l'ai transformé, du coup, les idées les plus intéressantes, j'ai commencé à les écrire dans un carnet. Et en fait, je commençais à développer de manière plus approfondie chacune des idées. J'en avais à peu près 10. Et en fait, sur les 10 idées, il y en avait 6 autour de la food. En fait, sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que ça tournait quand même beaucoup autour de la cuisine, sans savoir pourquoi. C'était les idées qui me venaient spontanément. Et c'est lors d'un voyage en Iran, entre ma 2e et ma 3e année de conseil, où j'étais avec mon ex de l'époque, et là, je commence à lui parler d'un restaurant. Et je commence à lui décrire, à verbaliser cette vision que j'ai dans la tête. Je lui disais, j'aimerais bien, je me vois dans un resto comme à Shanghai, qui sert des bao, avec d'autres plats, les classiques de la cuisine chinoise qu'on adore manger. Mais j'aimerais bien avoir des bao quand même en produit parce que c'est hyper réconfortant et c'est un produit du quotidien. Je commençais à lui raconter le menu, je commençais à lui raconter même la déco du resto. Et en fait, j'ai commencé, moi, à me projeter dans un restaurant. Quand tu le décris comme ça, on a l'impression que tu décris un schéma entrepreneurial qui est assez classique finalement, qui est de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais trouver, qu'est-ce qui me manque ou à quel endroit j'aimerais, enfin quelle expérience j'aimerais vivre. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, tu vois, j'ai habité à Shanghai pendant 6 mois. En revenant à Paris, je me suis rendu compte que je ne trouvais absolument pas les saveurs que je pouvais manger à Shanghai. Ouais. Et surtout que la cuisine chinoise, ici, enfin, en France et dans d'autres pays occidentaux, souffrait de pas mal de clichés stéréotypes. Elle n'était pas du tout mise à sa juste valeur. Ouais, bien sûr. Alors que c'est une cuisine qui est exceptionnelle, hyper addictive, très variée. Très riche. Ouais, très riche. Et j'ai vraiment appris à l'aimer, à la connaître lors de ce voyage à Shanghai. J'ai voyagé en sac à dos dans 5 régions de Chine. Donc du coup, j'ai découvert la diversité culinaire de ces régions. Et en revenant, j'étais choquée.
C'est la première fois que ça m'a fait un choc de me dire qu'en fait, on ne connaissait absolument rien à la cuisine chinoise et qu'en fait, elle était très mal mise enfin, elle était pas bien mise en valeur. Mmh. Et donc ça trottait quand j'étais en conseil, ça me trottait dans la tête. J'étais là, moi, je veux manger comme à Shanghai. Je trouvais pas ce que je voulais à Paris. Je voyageais à Londres ou à New York. Je trouvais des choses qui Ouais. étaient quand même intéressantes. Un peu plus inspiré déjà. Exactement. Donc ça a Ouais. commencé à m'inspirer. Et donc quand je parle de ce resto, en fait, c'est juste que c'était le resto dans lequel moi j'ai envie d'aller, où je trouvais la cuisine que moi j'aimais dans un décor en fait que moi j'aimais. Ouais, tu partais de toi. Est-ce qu'on peut revenir sur cette année de post-it? Ouais. Parce que c'est quelque chose d'entreprendre ça, c'est très spontané, t'es seul, tu as quand même, j'imagine que ça n'a pas été facile, notamment peut-être vis-à-vis de tes parents, de dire en fait j'arrête ce que je suis en train de faire, faites-moi confiance, je vais me lancer tout seul, tu vas nous dire si c'était compliqué ou pas. Mais c'est aussi, il faut être très sérieux pour passer cette année à se dire bon, je vais essayer d'en faire quelque chose, je vais la traduire par une volonté, je vais rentrer dans un process de réflexion pour aboutir à quelque chose de concret. Bon, il y a des années comme ça, un peu sabbatiques ou entre parenthèses, qui peuvent mener à rien. Toi, Ouais, c'était pas le cas, complètement. donc Alors, en fait, comme tu le dis, ça a été spontané. La démarche a été spontanée et je m'étais pas dit, en commençant cette démarche de post-it, à la fin de l'année, ouais. je vais démissionner. Mmh. Enfin, je l'avais T'as pas commencé à le faire planifié pendant comme que t'étais ça. encore Ah oui, au boulot. au boulot, D'accord, ouais. complètement. En fait, c'était vraiment au boulot et du coup, ce temps-là, c'était le soir, les week-ends. D'accord. Ouais. Ah oui, t'étais encore en activité quand t'as commencé à faire ça. Ouais, Ok. complètement. Et je me suis dit, en fait, le moment où j'aurai une idée à laquelle je crois, là, je me lancerai. Et en fait, c'est vraiment lors de ce voyage en Iran, Ouais. avec ce restaurant, où j'ai senti ce gut feeling. Et en fait, en rentrant, j'ai démissionné. Ah ouais. T'es Alors que rentré de ce voyage, oui, t'avais fait tous tes post-it, tout ça, et hop, c'est venu pendant ce voyage, et quand t'es rentré, tu t'es dit ouais, bon, mais là, c'est fini. ouais, là, c'est fini. Vraiment, j'ai eu un déclic. En fait, je crois que cette projection et cette vision de moi dans un restaurant, je me suis dit, en fait, je me sens bien dans cet environnement-là, alors que j'avais jamais travaillé en restauration. Personne de ma famille n'a des restaurants. Vraiment, ça venait de nulle part, à part de ma passion pour bien manger Ouais. et pour l'accueil. Mais je sais pas, j'ai senti que c'était ça. Et pas, mais quand même, je te dis ça là, mais quand même en école de commerce, quelqu'un m'a rappelé, tu vois, après que j'ai monté Petit Bao, une copine d'école que je n'avais pas vue depuis longtemps, elle m'a dit, mais tu sais, Céline, tu m'avais dit à 20 ans qu'un jour tu allais avoir une chaîne de restaurants. Ah ouais. Et je l'avais complètement oublié, Ouais, ça. parfois, on voit pas, on note pas les choses au temps présent, alors qu'elles sont déjà en train de s'écrire. C'est exactement ça. Et je l'avais zappé. Et en fait, c'est remonté à la surface petit à petit, tu vois, ça a pris Ah son ouais. petit bout de chemin. Hein. Mais tu vois, c'était quelque chose que j'avais déjà ressenti à 20 ans. Donc tu rentres de ce voyage, tu te dis c'est fini, tu vas Ouais, voir tes patrons et tu leur dis je démissionne. Sans chômage, sans rien, pas de rupture conventionnelle. Et donc là, je me mets complètement à risque. Je le dis à mes parents. Mes parents me disent que je suis folle. Là, je me suis fait insulter. c'est des parents. C'est des parents. Et en plus, ils se sont dit, mais on a fait tout ça. Ouais. Tu as fait toutes ces études pour ça. Et surtout, la restauration, tu vois, pour des personnes d'immigrés chinoises, c'est un peu le retour en arrière. Parce que les personnes qui ont immigré, qui ont des restaurants, elles l'ont fait par survie. Elles n'avaient pas d'autres moyens, C'est en pas fait. valorisant. Pas du tout valorisant. Il y a l'impression que vraiment que je reculais. Et donc ils m'ont pas du tout soutenue. Ça a été un peu une guerre avec eux. Et donc ouais. Et toi, ça atteint pas ta conviction à ce moment-là? Alors ça a été très dur. Ouais. Très Parce que quand tu dur. démissionnes, t'as rien entre les mains. T'as pas commencé le début d'un business plan. T'as l'idée dans ta tête, en fait. Ah oui, Tu vois le complètement. lieu, mais t'as rien fait. J'ai juste la vision, j'ai mes petits mots sur mon carnet là. Et c'est tout. C'est J'ai drôle. j'ai juste l'argent que j'ai un peu économisé. Ouais. Et c'est tout. Et j'ai pas de partenaire, j'ai rien. Ok. Ouais. Et donc Et tu sais pas du tout à quoi ah rime un non. restaurant. Ah mais pas du tout, j'ai Nickel. jamais travaillé dans un Nickel. restaurant. Mais du coup, après que je démissionne, là, j'y vais étape par étape. Je me dis, je vais quand même contacter des restaurateurs et des entrepreneurs dans la food. Hmm. Donc au moment où, donc là, je commence quand même à poser mon concept, tu vois, sur PowerPoint, et je commence à contacter des entrepreneurs dans la food. Et là, je contacte les fondateurs du PNY. Graffi à l'époque, Mhm. je l'appelle, et donc je pose mes questions. Et à la fin du call, en fait, j'avais déjà envie, moi, d'avoir une expérience dans un restaurant. Je voulais être serveuse. Ouais. Je voulais servir, je voulais comprendre comment se tenait un resto. Et à la fin du call, je lui dis, bah, si jamais tu cherches des postes en serveur, moi, je suis disponible. Elle me dit, bah, envoie-moi ton CV. Je lui envoie mon CV. Et en fait, une semaine plus tard, on me propose un job de serveuse à Pied-Noir Oberkampf. Trop bien. Et là, je me dis, bon, bah, trop bien, je vais y aller.
J'y vais, je commence et là, par contre, je faisais de la cuisine chez moi. Donc en vrai, j'apprenais à faire des bao à la maison Mhm. et j'accueillais mes potes, tu vois, pour manger des Ouais. bao. Et ensuite, enfin, en gros, le soir, je faisais la cuisine et j'invitais des potes à manger des bao. La journée, j'étais serveuse. Et par contre, c'était une période hyper difficile pour moi parce que en vrai, j'étais payée 10 € de l'heure à l'époque et je sortais de ma tour de la Défense. Ouais. Et en y allant, je me souviens un jour, je pleurais. Je t'ai dit, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais, parce que là, pas d'argent. Et puis, t'as un chrono au-dessus de la tête. Parce que, exactement. Tous tes potes ont un avenir tracé, ils ont leur poste. Ouais. Et toi, t'es là, tu vas servir des burgers. Mais bon, mais tous les jours, même si j'allais mal et j'avais peur, tu vois, j'y allais quand même. Et qu'est-ce qui faisait dans ces moments de larmes? Ouais. À quoi tu te rattachais? Je me disais que là, j'avais pas le choix. Que j'avais T'étais mis démissionné. le dos au mur. Tu peux plus faire marche arrière. Ouais, exactement. Et que je pouvais pas abandonner au bout de 3 jours. Pas le choix. Va servir tes burgers. Ouais, voilà. Et donc, en fait, j'y allais en vrai, vraiment, je me sens, j'y allais en pleurant. Et ensuite, en vrai, ça allait parce qu'au bout de 2 services, j'ai quand même rencontré le fondateur, Rudy. Mhm. Et là, je lui parle de mon projet. Et là, il me dit, à la fin du service, bah, raconte-moi ton projet, viens au bureau et on en parle. Hyper sympa. Trop sympa. Les deux hyper sympa. Bien, pour le coup, en termes d'entrepreneuriat, d'inspiration, c'est chouette d'avoir des gens comme ça sur sa route. Non, mais incroyable. Ouais. En fait, c'est grâce à eux vraiment que Bao est devenu ce qu'il est parce que il y a encore une suite enfin, ils ont permis beaucoup de choses. Et donc, en fait, on se parle et finalement, Rudy me propose de les accompagner sur un poste de bras droit pour gérer des rôles marketing, RH, donc finance. Chez PNY, en attendant que toi, en parallèle, tu développes ton truc. Ouais. Ok. Exactement. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Qu'est-ce que tu vois dans ces premières confrontations? Parce que là, tu décris un moment qui est charnière, qui est le tout début, où en fait, toi, tu découvres, mais vraiment complètement un univers. Ouais. Et en même temps, tu as une ambition qui est inversement proportionnée à ton expérience, finalement. Et tu vas te confronter à des gens qui, eux, ont déjà fait un peu de route, connaissent un petit peu, quoi. Est-ce que tu trouves ça vertigineux quand ils te parlent? Est-ce que tu te dis, finalement, je suis à l'aise, je comprends bien ce qu'ils me disent, on parle la même langue, ou je suis complètement largué? Tu te dis quoi, justement, quand eux te prennent un peu sous l'oreille et commencent à te parler de la réalité? Alors, ils ont été hyper accueillants. Et ils m'ont ouvert les portes de tout ce qu'ils faisaient. Je me suis sentie hyper en confiance et ils m'ont donné pas mal de responsabilités tout de suite. Et en fait, en ayant fait du conseil, tu sais, tu arrives dans des milieux, tu comprends rien, très très technique. T'avais cette habitude de t'adapter, de m'adapter, de comprendre, de poser des questions, de comprendre un environnement nouveau. Donc, en fait, ils me racontaient leur métier. Et en fait, moi, j'absorbais. Tu captais direct. Ouais, j'absorbais, je captais, je posais des questions. En fait, mon rôle s'est agrandi avec le temps. Et moi, comme j'avais l'ambition d'ouvrir mon propre restaurant, vraiment, j'étais là pour apprendre. Donc, en fait, je faisais et genre le plus vite possible pour pouvoir apprendre le plus possible. Et en fait, j'ai appris vraiment de manière hyper accélérée, mais parce que j'avais cette soif d'apprendre. Ouais, avec le projet en perspective. Complètement. Donc très curieuse. Du coup, je prenais tout en responsabilité. Je gérais les projets. J'étais hyper autonome. Mais là, ils te font passer de quoi? De serveuse à quoi, du coup? Quelles sont j'étais les bras droit. Ah ouais. Ah ouais, je gérais les RH. Je faisais les payes. Je faisais le contrôle de gestion. D'accord. Donc là, tu vois, c'est la mécanique du. Ah ouais. Complètement. Je vois vraiment la mécanique de comment tu. Et à l'époque, ils avaient 4 restaurants. Donc je voyais comment on gérait 4 restos, quoi. J'étais vraiment au milieu de la machine. Donc hyper intéressant. Et en plus, à ce moment-là, ils ouvraient un nouveau restaurant à Pigalle. Et donc, en fait, j'ai la chance de voir les étapes de conception jusqu'à l'ouverture. Et ça, hyper intéressant. C'était parfait en termes de formation. Tu pouvais pas rêver mieux. Ah, je pouvais pas rêver mieux. C'était béni, quoi. Et une confiance incroyable. Moi, j'apprends énormément. J'ai adoré mon expérience. C'est des très belles personnes, très beaux entrepreneurs, hyper inspirants. Mais c'est une bonne leçon, ça, parce que finalement, quand tu as un projet, tu peux avoir la crainte, manquer d'audace. Tu peux même parfois penser que, il faut pas trop parler de ton idée. Peut-être qu'il faut creuser son sillon dans son coin. Ça, c'est un chouette exemple, je trouve, parce que au lieu de ça, aller voir des gens et dire, bon, voilà, moi j'ai une idée, j'aimerais bien faire ci, est-ce que je peux, ça marche pour le coup, ça peut être. Faut-il tomber sur des bonnes personnes? Mais je pense qu'il y a pas mal de bonnes personnes en fait. Il y a plein de bonnes personnes. Et en vrai, ça t'ouvre des portes.
Je trouve que parler de son projet, ça Ouais. t'ouvre des portes. Et même, c'est la même chose pour trouver un associé. Pour trouver un associé, t'es obligé de parler de ton projet. Ouais. Et donc, ça va attirer des gens. Ouais, ouais. Si t'es tout seul dans ton coin, en fait, Ouais, mais c'est intéressant parce que ça ouais, peut être contre-intuitif. C'est-à-dire que oui, parfois, selon les cultures, on peut se dire, oh là là, non, attends, j'ai une idée, il faut surtout pas que je parle de, oui. attends, tu sais ce que c'est un bao? Non? C'est très bien, je vais pas te parler de ça, tu vois. Non, mais tu vois, il pourrait y avoir des réflexes Complètement. comme ça, quoi. Oui, complètement. Toi, non, en fait. Toi, Ah t'es allé dans non, l'ouverture et eux oui, aussi, finalement, et finalement, complètement. chacun s'est apporté des choses. Ouais, c'est exactement ça. Mais moi, je suis dans une démarche très ouverte, très transparente, Ouais. très sincère. Et en fait, je me dis, même si on a les mêmes idées, on a toujours des visions légèrement Bien différentes ou sûr. des exécutions légèrement différentes. Et il y a de la place Ouais, pour tout le il y monde a dans la cette place pour histoire. tout le Il monde, suffit enfin complètement. voilà, ceux qui ne tiendront pas sont ceux qui ne sont pas bons. Mais Mmh. finalement, c'est pas dans la concurrence que ça va se jouer. Oui, complètement. Comment ça va évoluer? Ça va durer combien de temps, cette période PNY du coup, où tu es là, tu fais du burger? On est loin Alors, du ça dure 1 an. 1 an? Ouais, Ah ouais, donc 1 an. 1 an hyper accéléré. Toi, tu t'es fait une formation 1 an, Ouais, d'accord. complètement. À la Trop bien. base, je voulais rester que 6 mois. J'avais un CDD de 6 mois, du coup. D'accord. Et le CDD, du coup, a été prolongé parce que, du coup, moi, ça me permettait de voir la réalité d'une ouverture. Ouais. Je voulais aller au bout, en fait, Ouais, bien de sûr. ce restaurant. Et en fait, je suis partie vraiment le lendemain de l'ouverture. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, symboliquement, bon ben salut, merci, Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'étais restée parce qu'ils en avaient besoin Ouais. et que ça me permettait d'aller au bout du projet. Mais c'est vrai que je commençais vraiment à vouloir entreprendre par moi-même. Et qu'est-ce que tu avais fait pendant cette année sur ton projet et sur l'idée que tu avais toi de ce restaurant fantasmé jusque-là, que tu désirais monter? Tu l'as avancé comment pendant cette année? Le soir, tu bossais dessus? Alors, pas du tout. Moi, je D'accord. suis quelqu'un de plutôt focus. OK. Quand j'étais chez PNY, mon focus Tu étais c'était 100% d'apprendre. Voilà, PNY et 100% j'apprends. PNY, j'apprends. Par contre, bien sûr, en fait, ce que eux m'apprenaient me permettait de peaufiner le concept, mais Oui, bien sûr. tout se passe dans ma tête. OK. J'avais plus du tout retouché à mon business plan, Tu ni à t mon, D'accord. j'avais pas touché mes projets Pas de perso. trucs à la fois. Pas du tout. OK, Ah, focus. ouais, hyper focus. Donc t'arrêtes PNY. J'arrête PNY. Et alors, ce qui est fou, là, c'est que c'est eux qui me présentent mon associé. Donc 1 mois avant que je parte, ils savaient que je partais. Ouais. Billy, femme, mon associé, va Hein, hein. les voir en leur disant: «Je veux monter un nouveau concept de restaurant asiatique». Il est vietnamien d'origine et il venait de la franchise. Il avait des franchises Subway Begelstein. Hein, hein. Et lui, en fait, il avait pas forcément d'idée de concept. Par contre, il savait qu'il voulait créer un groupe de restaurants asiates modernes et contemporains. D'accord. Et là, donc, il va les voir avec ce projet. Et là, ils leur disent: «Mais il faut absolument que tu rencontres Céline. Elle veut monter des restaurants chinois modernes». Ça peut paraître, et pour ceux qui nous écoutent, on peut se dire: «Oh là là, c'est fou, la chance et tout». Alors OK, très bien. Néanmoins, ça n'est valable que si et toi et lui et eux sont dans cette démarche d'ouverture dont on parle justement. Ce truc de: «Mais en fait, moi je vais voir, moi je vais parler, moi je veux partager, moi je veux connaître et faire connaître», et c'est là que ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Et ça, OK. en vrai, ça a été, c'est pour moi le plus grand cadeau et la plus grande preuve parce que, enfin, sans Billy, je sais pas comment on serait Bao, quoi. Ouais. Et c'est nous deux, Ça serait très différent ou exactement. enfin oui, c'est autre chose. Mais Ouais, une autre histoire en tout complètement. cas. C'est ça. Et donc vous vous rencontrez? Et donc on se rencontre, et donc là je lui partage ma vision. Pour le coup, moi le concept, tu vois, il s'était un peu resté à ce que je racontais d'Iran. Ouais. C'était à peu près resté la même chose, un restaurant de Bao qui sert d'autres plats de cuisine chinoise dans un décor ultra contemporain, inspiré des codes kits chinois. Enfin, et ça, donc ça je lui en parle, et en fait il adhère complètement. Il adhère, et on se prend un deuxième café, et en fait on se rend compte qu'on a la même vision de la vie, de la boîte. On apprend à se connaître. Il est aussi, enfin, comme il est aussi vietnamien d'origine, on a vécu, tu vois, aussi des phases de double culture dans nos Mmh vies mh. respectives. On est tous les deux très attachés à la valeur du travail, à la valeur de la famille, et à la valeur du respect des traditions. Tous les deux très libres. Enfin, voilà. En Ouais, fait, ouais, il y a des valeurs communes. beaucoup de valeurs communes. Ouais. Donc là, je dis, franchement, c'est génial. C'est un truc qui est important, tu penses, toi, d'avoir des ressemblances et des résonances avec ton associé, parce qu'il peut y avoir plusieurs écoles. Là, en l'occurrence, c'est quasiment une première rencontre que tu décris et j'ai l'impression que les choses vont très vite entre vous. Néanmoins, parfois, il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux être différent, être complémentaire, qu'il y a une forme de distance, que chacun doit... Alors, Nous, on a l'impression, enfin, dans cette histoire que tu racontes là, on a l'impression il y a une vraie rencontre. Il y a un vrai crush de valeurs, ouais, de complètement. résonance, quoi. Ouais.
Alors, je pense que, ce qui est hyper important pour qu'une association marche, c'est une résonance de valeurs communes fondamentales et c'est des valeurs qui vont se retranscrire dans ton entreprise, dans la manière dont tu travailles. Au moment de faire Voilà, des choix. exactement et je pense qu'avoir des valeurs corps, Mmh. en fait, qui sont alignées, Ouais. c'est ce qui fait qu'une association marche. Par contre, en termes de compétences, on est complémentaires. Et même en termes enfin même de moi je suis quelqu'un de très créatif, émotionnel, intuitif, spontané. Lui, il est rationnel, logique, pragmatique. Ouais. Enfin Là, on et se parle de terrain de compétences et tu exactement, parlais de valeurs avant. ouais. Comment tu fais? Les valeurs, c'est très compliqué pour savoir parce que souvent, ce qui se passe dans une association, c'est qu'on découvre aussi et c'est vrai dans n'importe quelle relation finalement, on découvre aussi l'autre progressivement. C'est quoi la bonne méthode pour savoir justement, vous êtes pas enfermé dans une pièce avec des questions pour savoir t'es comme ci, t'es comme ça, j'imagine. Non, tu parles de café. Ouais, Comment on sait à qui on a affaire et bah, du coup, en fait, après 3 cafés, moi je partais à Shanghai pour prendre des cours de cuisine. Parce d'accord. qu'après avoir eu mon expérience sur le terrain et en service, la compétence qui me manquait, c'était la cuisine Et et pour toi, elle était nécessaire? pour moi, c'était ultra nécessaire parce que c'est notre produit et moi, je voulais pas dépendre de chef. Je voulais être en maîtrise, en fait, de l'expérience food et de la cuisine et je voulais comprendre les techniques. Mais tu te projetais pas dans la cuisine de ce restaurant? Ou si? Alors, bah, Tu disais: «J'allais faire la cuisine». j'ai été en cuisine à Petit Bao, les 3 premiers mois D'accord. et aujourd'hui, c'est moi qui fais la direction culinaire, des restos. Mais est-ce que l'objectif au début, c'était de te dire: «Moi, je vais être en cuisine»? Non, pas T'avais du quand même tout. dans l'idée Oui, que bien tu n'y passerais sûr. pas ta vie et que Ah non. c'était pas la perspective Oui, finale? pas du tout. Moi, je voulais pas avoir le rôle de chef, Mmh. derrière une cuisine. Mais tu t'es quand même dit: «Faut que je me forme». Mais ouais, j'avais une envie de me former. Mais après, moi, je pense que, dans la manière dont je fonctionne, pour tout, j'ai besoin de tout comprendre. Mmh. Avant de le maîtriser et d'en faire quelque chose de différent, Ouais, ouais. j'ai besoin déjà de comprendre comment D'explorer, et d'explorer, de de voir que la vraiment, mécanique. ouais, exactement, comprendre la mécanique de tout. Donc la cuisine, c'était hyper important. Donc 3 cafés, 3 cafés un départ à Shanghai. ouais et en fait, Billy part avec moi à Shanghai et donc là, en fait, on se retrouve alors qu'on se connaissait à peine, à voyager ensemble à Shanghai. Ah ouais. Il était jamais allé. La Chine, c'est un pays quand Mmh même. mh. Bah, ouais. Et du coup, c'est comme un couple. Bah, le voyage, ça Ça détermine révèle, beaucoup de choses. Ça bien sûr. révèle tout. Et donc, du coup, ça a été ce qui a scellé notre association. Parce qu'on s'est rendu compte lors de ce voyage, justement, on est dans des conditions pas évidentes, on vit des choses pas faciles et on voit comment l'autre réagit face à ça. Et vous étiez mis dans quel genre de conditions pour Non, mais tu vois, on balade dans la ville, enfin, moi, je parle chinois, mais très peu. Ouais. Lui, il parle pas. À un moment, on se perd. On est tous les deux en scooter. On se connaît à peine. Comment tu gères une panne de scooter en plein milieu de l'hiver? Enfin, des choses que tu peux Ah vivre ouais. en couple, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Et en fait, on l'a vécu en tant qu'association. Et là, on voit comment l'un et l'autre réagit. On habite dans le même Airbnb alors qu'on se connaît à C'est peine. drôle quand Et même. donc, on C'est pas partage le même inconfortable, c'est pas appart. intimidant, enfin. Ouais, mais tu vois, ça a fonctionné. On partage, tu vois, on était ensemble. Le matin, en fait, on prenait des cours de cuisine. Ouais. Donc tous les matins, on était tous les deux à prendre des cours de cuisine. Ensuite, toute l'après-midi, on se baladait dans Shanghai pour faire des restaurants, boui-boui, resto traditionnel et tout. Et le soir, pareil, dîner. Et donc en fait, on se retrouve toutes les journées, tous les jours ensemble, à explorer Shanghai, à apprendre la cuisine et à vivre ensemble. Et là, vous êtes en mode quand même tous les deux, on sent hyper entrepreneur pour le coup. Vous êtes là-bas, vous êtes limite en mode veille, étude de marché, sans Ah le dire en oui! fait. Vous êtes Ah non, complètement dans l'analyse, vous êtes en plein, ah oui, vous êtes complètement. focus sur votre projet commun Ah quoi. ouais, complètement. Mais en fait, ça s'est fait très très vite Ouais. parce qu'en fait, après nos 3 cafés, on s'est dit bah allons-y, tentons-le ensemble. Donc on s'est dit tentons-le ensemble. À Shanghai, on s'est dit bah tentons-le ensemble. On y allait à fond. Et donc en fait, on n'y allait pas, on y allait à fond. Ouais, Et ouais. donc là, on a commencé en effet à faire l'étude de marché à Shanghai, à peaufiner beaucoup plus le concept, la carte. La carte, on l'a définie vraiment à Shanghai à 70%. On a même fait les recettes du restaurant là-bas. On a commencé à positionner le prix, enfin vraiment, on a commencé à modéliser le resto là-bas. Mais l'étude de marché, tu l'approfondis beaucoup ou parce que c'est difficile de la réaliser? Pourquoi? Pour connaître les attentes d'une demande, en l'occurrence à Paris, sur une Mmh, cuisine qui n'est pas forcément bien représentée ou en tout complètement. cas mal perçue, mal traduite. Oui, alors Compliqué de ça, faire une étude de marché quand même. Est-ce qu'elle est approfondie? Est-ce qu'elle aboutit? Ou est-ce que tu survoles un peu les choses? ce qu'on a fait, Sachant qu'en plus vous n'êtes pas sur place au moment où vous la faites.
Alors, on a fait l'étude de marché en fait à Shanghai, plus pour voir les tendances qu'il y avait autour de la cuisine chinoise un peu plus contemporaine. On voulait vraiment tester les concepts qui fonctionnaient très fort. Et après, à Paris, quand on est rentré, là, on a testé aussi tous nos concurrents de l'époque. Et donc, on va dans les restos, on goûte, on regarde le prix, on regarde les clients, on regarde l'affluence, on regarde les quartiers dans lesquels ils sont. Donc, on fait cette étude-là nous-mêmes. On fait plusieurs restaurants. On sent que vous êtes hyper stratégique quand même, que vous gérez bien le truc et que c'est bien bordé, quoi, cette histoire. Je pense, ouais. Je pense hyper assuré. Je pense, oui. Et après, on fait aussi une étude un peu, tu vois, dans le monde, quels sont les restaurants chinois qui cartonnent aux États-Unis, à Londres, en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu regardes ces exemples, par exemple, à l'étranger, en te disant qu'ils sont duplicables ou pas? Parce que souvent, dans la restauration, quand on entend des choses et qu'on parle de concept, il y a une idée reçue selon laquelle on peut transporter les choses et des contre-exemples qui disent un truc qui marche à tel endroit ne marche pas forcément, voire pas du tout ailleurs. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'un concept qui cartonne dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays parce qu'en fait, les règles de vie, le lifestyle du pays est très différent. Être très, très différent. Et je pense qu'il faut quand même s'aligner par rapport au lifestyle du pays dans lequel on va. Faut pas faire un copier-coller de ce qui marche, je sais pas, en Asie ou aux États-Unis, parce qu'en fait, les habitudes de vie sont vraiment différentes. C'est ce que Julia Chican, justement, m'expliquait en disant, à un moment, là-bas, ils étaient en mode pas de glucides. Et nous, on a débarqué pour ouvrir une franchise et en fait, notre offre, elle était déjà calibrée et en fait, le régime américain tendance du moment, en tout cas, il ne mangeait pas ou il voulait éviter les glucides. Et donc, elle s'est retrouvée confrontée à ça. Et c'est un mode de vie. Et boum. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est pas forcément... Mais vous avez quand même fait une sorte de cartographie. Oui. D'inspiration pour voir. Et en gros, moi, le restaurant qui m'inspire le plus, c'est Din Tai Fung. C'est un restaurant de Xiaolongbao. Ils en ont 170 dans le monde. Énorme cantine chinoise où genre les Xiaolongbao sont faits à la main devant des grandes cuisines ouvertes. Donc déjà au vu du nombre et du succès des restaurants, je trouvais qu'il y avait un marché fort. Et par contre, c'est dans des endroits et des décors qui sont très traditionnels chinois. C'est vraiment efficace. C'est pas moderne. C'est pas forcément très esthétique. Et je me suis dit, moi, je veux faire le Din Tai Fung moderne, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai construit. Et même volonté, même intention, même soin apporté. Volonté de traduire patrimonial un petit peu, mais ambiance et mood un peu différent. Ouais, plus immersif, plus esthétique, plus moderne. Avoir une ambiance, instaurer une ambiance qui manquait à cet endroit. Complètement. Donc vous faites votre petite étude. On fait notre étude. Vous revenez de Shanghai, tout ça, vous avez votre expérience. En plus, vous avez coché la case, on s'entend bien et on va rouler ensemble et ça a marché. Exactement. Et après, juste pour revenir à ta question sur les valeurs, comme je te disais, ce qui faisait que... Ce qu'on a en commun, en fait, avec Billy, c'est qu'on est très attaché à nos familles, nos parents, nos enfants, si on en a. Vraiment, le cercle familial est très important pour nous. Et aussi, on est des travailleurs. La valeur travail aussi, dans les cultures asiatiques, est très importante. Donc, en tout cas, on s'entendait dans ce rythme de travail aussi. Dans l'ambition, on portait la même ambition de créer un grand groupe. Même si on commençait par un restaurant, on savait en fait on avait l'ambition en tout cas d'en ouvrir plusieurs. Et après, on est des gens plutôt, on va dire simples. Et en fait, sur ça, on s'entend aussi. Donc ça a validé vraiment que il fallait trouver ces ressemblances. Oui, complètement. Et donc c'est pour ça que en fait la discussion était très facile et que ça allait très très vite. Après, on est rentré de Shanghai et on s'est mis à la recherche d'un local. Tout de suite. Ça va vite en fait, c'est quoi? On se parle de quelques semaines, quelques mois. On s'est rencontrés en décembre 2017, on part à Shanghai en janvier 2018, on trouve le local en février 2018. Wow. Donc, un mois après Shanghai, en fait, on trouve le local. Mais attendez, à un moment, il faut de l'argent et tout ça, là, à un moment, quoi. Oui. Ça... Alors, en fait, tu sais, moi, j'avais économisé de l'argent avec le conseil, donc j'avais mon apport. Billy avait aussi son apport avec ses franchises. Donc, on avait une petite somme qui nous permettait d'aller lever de l'argent auprès de la banque. D'accord, ok. Simple. Enfin, classique. Classique, exactement. Donc, une fois qu'on a le local, on va présenter notre dossier auprès des banques. Bon, là, c'était pas évident, parce que pour une première affaire, pour
enfin moi, première affaire, ça n'a pas été évident, mais au bout de quelques murs, Ouais. on a trouvé une solution Ouais. et on a réussi à se faire financer. Parce que les banques, elles prenaient pas au sérieux par manque d'expérience? Ouais, manque d'expérience, aussi ma jeunesse. Ouais. Je sais plus, 27 ans à l'époque. Mmh. Et Pas l'envergure d'expérience de chef. Ah oui. Et l'envergure du projet? Là, elle était comment? Parce que souvent, c'est forcément une donnée que les gens prennent en compte. Bien Si sûr. tu veux ouvrir un truc qui fait 20 couverts, c'est une chose. Si tu veux ouvrir un truc qui en fait 160 ou 200, c'est autre chose. C'était quoi la perspective? Alors là, on commence par Petit Bao et du coup, c'est un restaurant de 60 couverts. Donc une taille moyenne, Ouais. Qui mais qui est pas est pas petite. petite Mmh. non plus Mmh. et qui au final, on empruntait quand même 500 000 € à la banque. Donc c'est quand même une somme. Ouais, D'habitude, ils prêtent 200 000 €, je crois, pour les premières affaires. Ouais. Donc, cette ambition, on va faire 60 couverts, donc on a besoin de ça. Ces 500 000 €, ils couvrent quoi? Dépenses matérielles? Complètement. L'équipement de cuisine, tous les travaux, on a refait l'ensemble des travaux du restaurant. Mmh. Et en fait, les travaux quand même coûtent cher. Ouais. Et le fonds de commerce. Ouais. Et est-ce que vous prenez par exemple un peu de personnel? Est-ce que vous vous donnez, je ne sais pas moi, 2 mois de frais de fonctionnement, de frais de roulement, de stock, de personnel en amont, enfin après l'ouverture, je veux dire? Oui, il faut Sous ce toujours prêt? prendre un peu de frais pour couvrir tout ça. Ouais. Mais malheureusement, nos travaux ont dépassé Ouais. notre Tout le monde a ce budget. truc de se dire on va prendre un Voilà. peu plus comme ça, on va couvrir les 2 premiers mois, 3 premiers mois, on va Ouais. souffler et en fait quand ça démarre, en fait on les a déjà mangés parce que tout a pris du retard, les Ouais. travaux sont plus que prévus, on a enlevé un mur et en fait derrière on a découvert que. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Bon. Mais on a eu de la chance parce qu'on a ouvert et ça a fonctionné tout de suite. C'est quoi le spectre horaire? En fait, ce Petit Bao, il est disponible quand pour les gens? Alors, il est disponible tous les jours. Mmh. On voulait vraiment une cantine qui soit ouverte 7/7, de midi à 15h et de 19h à 23h. D'accord, donc sur les temps de repas, mais Ouais. tous les jours. Mais tous les jours, c'est Ok. ça. Combien de personnes chez Petit Bao? En staff, on Ouais. doit être 25 personnes. Dès le début, non? Ah non, on a commencé, on était 9, D'accord. avec Billy en salle, moi en cuisine. D'accord. Et en fait, très vite, on a eu un succès vraiment immédiat et on a dû recruter presque tous les jours. On est passé de 9, je crois, à 20 en un mois. Alors, il faut décrypter ça. Ce succès immédiat, il y a plusieurs facteurs, j'imagine, rétrospectivement, peut-être que tu les lis. Ça tient à quoi? La proposition, qui frappe juste, très certainement. Oui, je pense qu'on était parmi les premiers à proposer une offre autour de la cuisine chinoise comme ça. Cuisine faite maison, des xiaolong pao qui sont vraiment un produit difficile à trouver en France, une pâte très fine. Il faut une vraie expertise de pliage et réussir à faire le bouillon à l'intérieur. Donc on était parmi les premiers à faire ce produit-là avec une cuisine ouverte et des maîtres bao qui font ces bao devant toi. Mais ce savoir-faire, en l'occurrence, dont tu parles et qui est peu répandu, justement, comment toi tu réussis à l'importer, entre guillemets, et à faire en sorte que chez Petit Bao, l'opération fonctionne, là où elle est peu vue, voire pas du tout par ailleurs? Oui, en fait, ce qui est complexe, c'est le temps humain que ça nécessite. Et donc, en effet, ça a un coût de staff. Mmh. Et en France, les charges sont importantes. Mmh. Donc, c'est ça qui fait que ce produit-là est rare. D'accord. Nous, en fait, on a fait en sorte, du coup, de parier sur quand même du volume. Nos prix sont toujours les plus justes et les plus accessibles possibles, Mmh. mais c'est vrai qu'on a un nombre de couverts qui défilent dans le restaurant qui fait qu'on peut absorber finalement cette charge. D'accord, ok. Mmh. Donc vous avez pris le parti de faire un truc qui est un peu exigeant et qui donc avait pu décourager de potentiels concurrents en vous disant, bah nous, on va en vendre plus tout simplement. Exactement. Et donc ça, c'est le premier facteur, je pense, de succès. Et après, le deuxième, je pense, c'est que on est arrivé aussi avec une énergie, une campagne assez audacieuse. Et donc en fait, pendant les travaux, j'avais placardé sur les façades notre tagline qui est No dogs, no cats, no rats, just Chinese food. Pour vraiment montrer qu'on allait être là pour casser tous les clichés et que ça allait être très différent de tout ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Et en fait, ces affiches-là, elles ont commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux, même avant qu'on ouvre, parce que les gens qui passaient en fait dans la rue Saint-Denis commençaient à les prendre en photo et à les poster sur Instagram. Donc tu te jouais de clichés qui sont quand même
pourri, disons-le, quoi. Enfin, bien franchement, sûr, c'est voilà. Mais c'est un peu provoquant, c'est provoquant. parce que tu parles depuis une commune. Enfin, toi, tu peux incarner justement. Alors, t'as une double culture, certes, mais tu peux aussi incarner la communauté justement qui est stigmatisée par ces clichés-là. Et tu Complètement. réponds en mode, je vais vous prouver que on n'est pas ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est culotté en même temps. Un peu. Bah ouais. Oui, oui. Et je me suis dit que le meilleur moyen, en fait, d'affirmer cette position, c'est à travers l'humour Ouais. et à la limite l'absurde. Ouais, c'est amusant. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a marqué les esprits. Ça a marqué très fort les esprits. Et je pense que ça a suscité la curiosité des Parisiens. Et donc, dès le début, on a eu cette communauté, tu vois, de personnes curieuses qui étaient avides de tester notre restaurant. Et en fait, une fois que l'expérience sur place leur a plu, le bouche à oreille a fait son Ouais. effet. La presse est venue, ça a fait son effet. Est-ce que la presse est venue spontanément ou est-ce que vous avez eu, vous, le sentiment qu'il fallait, d'un point de vue de la com notamment, être appuyé, vous appuyer, être accompagné ou pas du tout? Alors, elle est venue spontanément parce qu'à l'époque, on n'avait pas le budget de faire appel à une agence Ouais. RP. Donc c'était pas du tout un sujet, quoi. Enfin, c'était pas possible, quoi, de toute Ah façon. non, pas possible. Moi, j'avais pas fait de communiqué de presse. Juste, j'avais publié des jolies photos, mais pour montrer ce qu'on faisait. Ouais. Et la presse est venue toute seule. Mais t'avais pas de levier de communication autre que les Inst- quelques affiches que t'avais pu faire et ouais. Insta? Et Insta, exactement. Instagram et mon site internet. D'accord. Qui se sont révélés importants ou pas tant que ça? Instagram, très important. Ouais. Vraiment. Je pense que c'est ce qui fait même encore aujourd'hui notre succès, c'est qu'on a un vrai lien avec une communauté qu'on a créée. Donc au-delà, tu as de ces premiers abonnés qui nous ont relayés, Mmh. on avait aussi fait une campagne Ulule de crowdfunding pour D'accord. financer, tu vois, du petit matériel et de la décoration pour le restaurant. Et donc en fait, cette première communauté Ulule a commencé à nous suivre sur Instagram. Et en fait, comme je partageais les coulisses de l'aventure, les travaux, les galères, notre retard de travaux, Ouais. on ouvre dans les travaux. Ah ouais. En fait, les gens étaient vraiment accrochés à l'histoire et en fait voulaient aussi nous voir réussir. Et en fait, ils suivaient l'histoire et ils faisaient aussi partie de l'aventure. Ça, c'est une vraie clé aussi parce que aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, évidemment sur Instagram, mais aussi sur des réseaux moins, euh, comment dire, moins centrés sur l'image, comme LinkedIn, par exemple. Oui. Le côté build-in public, Ouais. c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens parce que tu fédères, t'embarques des gens dans ton histoire, tu crées de l'accroche affective et ils te voient construire le commerce dans lequel tu vas pouvoir les accueillir demain. Donc, il y a déjà une attache avant même que la porte soit franchie finalement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça c'est malin. Oui, et je pense on a déjà créé cette espèce de lien d'affection avec ces premières personnes qui nous ont suivis. Et finalement, la nourriture, elle ne vient que valider, tamponner tout le schéma qui s'est créé et tout le lien qui a été fait avant. Parce que si c'est pas bon, les gens ils te valident pas et ils reviennent pas. Ça va de soi. Mais finalement, tu as quand même déjà en amont de la dégustation et de la découverte de ton lieu, créé tout un lien avec ton public. C'est ça. Et après, il y a ce lien-là qui est déjà créé. Ensuite, ils vivent l'expérience sur place, avec la cuisine, bien sûr, mais aussi au-delà de la cuisine, avec notre staff, notre musique, notre vibe, notre énergie. Et tu vois, moi, on a commencé avec un staff asiate. On faisait vraiment boys band chinois, hyper cool, tatoué, stylé. On passait du R&B des années 2000, tu vois, à fond, tu vois, à fond. Super bonne cuisine ouverte, des maîtres bao avec des femmes trop mignonnes et une énergie hyper bienveillante et vraiment des gens qui, vraiment une équipe de passionnés qui adorent notre cuisine et qui sont juste trop contents de la partager avec des gens. Et en fait, c'est ça, cette énergie, une émulation, c'est bon, c'est beau, c'est cool. Et en fait, ça a fait sa petite good vibe. Exactement. Et ça se partage. C'était hyper good vibe et en fait, ça a créé. C'était la folie, quoi. En bout d'une semaine, on avait la queue et la queue, en fait. L'emplacement était hyper important, donc quand même. L'emplacement, bien sûr. On voulait vraiment, nous, un lieu qui soit un endroit avec plusieurs bars et restaurants le soir, hein, pour que les gens viennent, en fait, dans ce quartier-là pour sortir et qu'on soit l'un de ces restaurants. D'accord. T'as joué l'émulation. Au contraire, au lieu de se dire il y a de la concurrence à côté, c'était bien de se mettre justement à côté d'autres gens qui... Complètement. Ok. Parce que je savais que ça allait du coup faire de ce quartier un lieu de destination, de sortie. Et du coup,
C'était important. Et aussi, on est ouvert le midi et on a une bonne clientèle de bureaux, de personnes voilà qui déjeunent dans nos restaurants. On voulait aussi être dans un quartier où entouré par des bureaux. Ouais. Parce qu'on a envie de fonctionner midi et soir. Ouais. Et est-ce que le soir, tu pensais une offre différemment ou est-ce que c'était exactement la même chose? Est-ce que l'ambiance changeait? Est-ce que tu avais prévu ça ou est-ce que tu as dû l'adapter? Alors nous, on fait vraiment une cuisine de partage, parce que comme en Chine, tout se partage. Et donc en fait, que ce soit le midi ou le soir, c'est la même cuisine. Tu as des paniers vapeur et plein de cuisines Oui, parce qu'on n'a à pas dit, on se partager. parle de Petit Bao, donc qui est la première adresse. Un Oui. bao, c'est une sorte de petit pain farci et qui cuit à la vapeur. Ouais, c'est ça. Du pain farci Ouais. à la viande. Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Ouais, mais c'est ça. Cuit à la vapeur dans des paniers dans des paniers en bambou. Euh, et du coup, la même offre midi et soir, juste pour le midi, on a une offre qu'on appelle Solo Meal. Donc en fait, c'est des bols de riz avec un poulet sweet and sour ou des aubergines hong shao ou un bol de beef au fun ou de nouilles sautées qui du coup s'adaptent en fait à des déjeuners rapides plus accessibles. Est-ce que cet endroit, là tu nous parles du succès immédiat, de cette queue devant qui se forme, est-ce que cet endroit, il ressemble à l'idée justement, à ce fantasme que tu avais eu lors de ce voyage et qui finalement a été très clair pour toi très vite? Est-ce que ça ressemblait à ton envie? Alors, en tout cas, en termes de sensations et de ressenti, ça ressemblait exactement à ça. Ah, c'est le plus important, Ouais, non? complètement. En termes de vibration, d'énergie, Ouais. moi, je suis trop bien dans un resto. J'adore le service, j'adore l'énergie de la cuisine, j'adore être avec des clients. Enfin, vraiment, complètement à ma place. Et la réalité, du coup, Ah, correspondait à ce que tu avais mais imaginé. complètement. Moi, ma première année à Petit Bao, mais c'est la meilleure année de ma vie. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Meilleure année de ma vie. Enfin, c'est un rêve qui devient réel et tu vis dans ton rêve, quoi. Donc ça, enfin, vraiment, c'est incroyable. Et en plus, voir, tu vois, le succès, les gens qui sont contents, les gens qui reviennent, les gens qui ramènent leur famille, leurs enfants, leurs grands-parents. Enfin, tu vois, c'est exceptionnel. Avec une équipe aussi qui est hyper soudée et qui est géniale. L'équipe Bao, c'est vraiment une équipe en or et beaucoup sont encore là aujourd'hui. On a vraiment, enfin, première année, c'est aventure exceptionnelle. Est-ce que tu te dis dès le début, ce succès il va me permettre de rembourser le prêt? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est viable? Est-ce que tu te dis très vite que cette histoire va fonctionner et que justement l'aspect financier, ça va aller? Oui, alors, je t'avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui regarde les chiffres tous les jours, hein. Enfin, je vais regarder le chiffre d'affaires, bien sûr, mais enfin, tu vois, tous les coûts et combien on a à la fin, pas du tout. Enfin, moi, je suis focalisée sur le chiffre d'affaires. Ce que j'ai envie, c'est juste de faire toujours plus et toujours mieux, que ce soit en chiffres ou en expérience. D'accord. Oui, t'as quand même un œil sur les coûts, non? Parce que ça quand même, c'est. Ah non, alors on a parce que tu vois, ouais, c'est juste que moi, enfin, C'est c'est pas ton plutôt mon truc. focus. C'est Billy qui s'en charge. D'accord. Moi, je suis focus CA. Enfin, Ah, je c'est suis intéressant. focus, ouais. Je veux faire toujours mieux. Je veux que la cuisine soit toujours meilleure. Je veux que Ok. l'expérience client soit toujours mieux. Et en fait, tous les jours, je me dis pas exactement où j'en suis dans mon BP. Ouais. Je me dis juste comment je fais pour permettre aux gens de passer la meilleure expérience. Mais c'est intéressant parce que là, tu parles de deux forces qui se complètent. Une force qui est une force d'ambition, pas au sens, mais de perspective, d'envie, de déploiement, et une force qui justement est plus dans le contrôle, la vérification pour nourrir l'autre justement et réciproquement. Et en fait, avec Billy, c'est exactement notre dynamique. Et Et c'est pas bien. même aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est très complémentaires. On s'est très très bien trouvés. Et ouais. C'est génial ça. Ouais. Je suis hyper, comment on dit, grateful. Ouais. J'ai perdu le mot en français. Reconnaissante. Reconnaissante, exactement, Ouais. de cette rencontre. Comment ça va se passer l'après cette première année formidable? Vous dites quoi? Vous dites c'est bon, on est parti. Alors, à partir de quand vous commencez à réfléchir à l'après? Alors en vrai, là encore, tout s'est fait très vite. En fait, le BP qu'on avait envoyé à la banque, au bout de 6 mois, on l'avait fait. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on ambitionnait Sur de l'exercice. faire sur l'exercice, on l'avait fait en 6 mois. Donc pour nous, c'était que du bonus, quoi. C'était exceptionnel. Et en fait, au bout de 3 mois après l'ouverture, en fait, le restaurant il tournait.
Et là, j'ai dit à Billy, il faut que nous, on se sorte des opérations. Il faut qu'on trouve un directeur de restaurant. Qu'on engage un directeur de restaurant et que nous, du coup, prenne un peu plus de recul et qu'on peut un peu regarder la suite. Toi, t'as tout de suite voulu t'extraire pour pouvoir bâtir le chapitre d'après. Oui, complètement. Ok. Sans crainte à ce stade-là, parce que là, on se parle de quelques mois d'exercice. Oui, 3 mois. Toi, au bout de 3 mois, tu dis, je vais confier les clés de mon bébé. Oui. Mais c'est un peu, ça, mais... Oui. Mais en fait, parce que je me suis dit, je sentais qu'on était sur la bonne vague. On était sur une vague tu t'es ascendante. dit, on a trouvé le truc, c'est bon. Je me suis dit, là, c'est le momentum. Il faut qu'on prenne le momentum et on y va maintenant. On se pose pas de questions. Parce que là, on est vraiment dans le haut de la vague. Ok. Et on a rencontré ce directeur qui est Van, incroyable. Et en fait, il y a eu un fit tout de suite. Encore? Putain, mais vous êtes, c'est que des bonnes étoiles. En vrai, on a beaucoup de bonnes étoiles au-dessus de nous. Ouais, on a les étoiles qu'on mérite. Hein. Et donc en fait, Van prend le rôle de directeur, ce qui nous permet en fait avec Billy bien sûr on continue à faire des services en cuisine et en salle, mais on a quand même un peu plus de temps. Et on se dit on va commencer à chercher notre deuxième resto. Et là en fait on rêvait tous les deux d'une grande cantine chinoise comme à Hong Kong. D'accord. Donc plus de volume, plus d'espace. Plus d'espace, c'est ça. Et donc là on commence, tu vois, à parler à nos potes entrepreneurs et tout le monde nous dit non, vous faites une énorme connerie, ne faites pas un plus gros resto, restez sur un petit bao. Il fonctionne le modèle du piqué petit bao. Ouais. Et nous, on était là, mais non, on était un grand resto. On était au début de notre aventure entrepreneuriale. On avait l'énergie pour faire beaucoup plus grand. Et donc, on a écouté personne et on y est allé. Mais attends, qu'est-ce qui vous anime dans cette idée de plus grand, de plus gros en l'occurrence? Je crois qu'on est tous les deux, on a tous les deux l'esprit entrepreneurial, vraiment. Et je crois qu'on aime tous les deux se challenger nous-mêmes. Ouais. on aime explorer et partir à l'aventure. C'est un peu une aventure. Parfois faire plus grand, plus gros, simplifie aussi des choses dans la gestion de stock, de marchandises, de personnel. C'est pas que plus difficile. C'est aussi parfois plus fluide et ça permet de créer des synergies. Complètement. Et en vrai, nous, ça nous a permis très vite d'avoir même une meilleure marge de négociation sur les prix. C'est génial. Donc vous n'écoutez pas les gens et vous dites pas les gens, on reste focus sur notre idée, on veut plus grand, on veut plus gros. C'est ça. Et on se sentait en fait en vrai les épaules de le faire. Et donc on commence les visites et un agent nous présente ce local sur le canal Saint-Martin qui était disponible en vente depuis 1 an. Quartier canal Saint-Martin qui est génial. Vraiment, j'adore ce quartier. C'est vrai que ce restaurant, grand volume, 2 étages en face du canal, un peu plus cher du coup. Ah ouais. Mais en fait, on visite le local. On arrive au premier étage, on voit la vue sur le canal et on était là. Mais on a eu un coup de cœur absolu pour ce lieu. Ah ouais, direct. Et vous n'êtes pas dit, ce truc est dispo depuis 1 an. Oui. Chelou. Oui, chelou. Mais on fait souvent des trucs comme ça. Genre on marche au coup de cœur, quoi. On marche au coup de cœur avec Billy. Ok. Là, on apprend quand même à mettre beaucoup de rationalité, de pragmatisme à nos coups de cœur. Mais là, c'était pas encore le cas. Voilà, pas encore. Vous voyez le truc, vous dites c'est trop bien, c'est trop bon. Allez, c'est bon, quoi. Ouais, c'est donc, ça. Ok, coup de cœur et vous partez là-dessus. On part là-dessus. Combien de mètres carrés 250. Ok. Et il faisait 120 le premier. Ok. Et 130 couverts. Ok. Donc on double. Vous doublez tout. Ouais, on double. Et là, on commence du coup notre première levée de fonds parce que forcément, on n'avait pas du tout l'apport pour financer celui-ci. Et donc, on fait une petite levée de fonds avec 2 business angels qui nous suivent. Comment vous les recrutez? Comment vous trouvez des business angels? Vous avez attiré un peu l'œil, j'imagine, par votre premier succès? Alors, bien sûr. Mais vous démarrez tôt quand même. Enfin, vous envisagez le deuxième au bout de quelques mois finalement, donc et en sortant de nulle part. Donc. Ah oui. Alors, le succès du premier aide à convaincre, clairement. Ouais. En plus, ils peuvent tester la nourriture, ils peuvent tester l'expérience, ils peuvent vraiment le voir par leurs propres yeux. Donc, ça aide. Et ensuite, on a fait travailler notre réseau et on a rencontré des entrepreneurs. Ok. Donc, à base de, tu connaîtrais pas quelqu'un, tu connais pas, puis petit à petit, les choses se font, vous rencontrez des gens comme ça, assez naturellement, finalement. Oui, pour l'un, c'est ça. L'autre, en fait, j'avais fait un dîner
chez Pauline Léniaud, qui a un podcast. Ouais, c'est vrai. Elle avait invité les invités, ses premiers invités de son année de podcast. D'accord. Et en fait, elle cherchait un traiteur pour cette soirée. Et moi, j'adorais ses podcasts, je les écoutais tous les jours. Et donc, je lui dis, je viens d'ouvrir un restaurant de Bao, je veux bien être traiteur pour ta soirée. Je me suis dit, ça allait nous permettre de rencontrer des gens Ouais. inspirants, au parcours incroyable. Et ben, Et bien donc, vu. voilà. Et donc, du coup, on a été traiteur. Et en fait, l'un de nos investisseurs était à ce dîner. Trop bien. Mm. D'accord. Donc là, vous trouvez, vous levez des fonds auprès Alors, de deux. de 2 personnes. D'accord. C'est ça. 300 000 € à l'époque. Et ça nous permet du coup de financer, avec en plus un prêt bancaire. D'accord. Deuxième prêt. Ouais, c'est ça. Ce plus grand restaurant qui devient Gros Bao. D'accord. Ok. Et qui se lance combien de temps après, du coup, cette visite de local? Alors, les travaux ont commencé pendant le Covid. Parce qu'en fait, on a eu, bien sûr, le Covid est passé par là. Et donc, Gros Bao ouvre 1 an et demi après l'ouverture de Petit Bao. D'accord. Mhm. Ah ouais, c'est quand même très très court. Hein. C'est quand même court. Enfin, ça va très très vite, toute cette histoire. Oui, en vrai, ça. En fait, en 1 an et demi, tu te retrouves, alors que tu n'avais pas d'expérience dans cette histoire, à gérer 2 lieux qui font 200 couverts jour, à être sur 300 mètres carrés d'exploitation. Complètement. Avec un staff démultiplié, du coup, Oui, parce voilà, que là, tu avec te retrouves presque d'un coup. 60 employés. Okay. Oui, en 1 an et demi, 60 employés. D'accord. Est-ce que le discours des parents a changé à ce moment-là? Parce que il faut se l'interroger à un moment, la vision des parents qui étaient là. Ah, tu vas peut-être pas, ma fille, faire ce truc qu'on a vu 1000 fois. Et là, ils ont l'expérience, ils ont vu, et comment ils le prennent? Alors, il y a un truc que je t'ai pas dit avant, c'est que au moment où j'ai quitté PNY, je leur ai pas dit que j'ouvrais mon resto. Donc ouais, je leur ai menti pendant 6 mois. Je leur ai dit que je continuais à travailler chez PNY alors que je venais d'acheter un local, que j'avais engagé mes frais personnels. Okay. Et j'ai gardé ça pour moi parce que je voulais pas les effrayer. Tu l'avais caché aussi, du coup. Ouais. C'est un réflexe, du coup, c'est un truc chez toi. Tu ne dis pas que tu as ouvert un restaurant aux gens. Enfin, en tout cas, que tu l'as dit à tes parents, c'est voilà. Chut, c'est un secret. Okay. Avant qu'il marche, je ne dis rien. My God, c'était ça le plan. Alors attends, raconte-moi quand est-ce que tu leur as dit et comment tu leur as dit au final. En vrai, j'aurais quand même dit 3 mois avant l'ouverture, quand on était en plein travaux. Je les ai emmenés. Ils habitent à côté en fait de rue Saint-Denis. Donc un jour, je les ai emmenés. J'aurais donné rendez-vous à cette adresse, à Étienne Marcel. Ensuite, je les ai accompagnés jusqu'au restaurant. Là, devant le restaurant, je leur ai dit c'est mon restaurant, je l'ai acheté et je suis en travaux. Et j'ouvre dans 3 mois. Et en fait, je les ai mis devant le fait accompli parce que je savais que avant que je le fasse, ils allaient tout faire pour m'en empêcher. Ah ouais. C'est clairement de peur. Ouais, ça produit de l'inquiétude donc. Complètement. Ouais. Donc du coup, j'ai préféré le faire avant qu'ils le sachent et en fait, ils n'avaient plus le choix. Petit tips pour les enfants entrepreneurs, ne dites rien à vos parents, mettez-les devant le fait accompli. Ceci est mon entreprise. Trop drôle. Et ils ont réagi comment? Ils étaient bouche bée complètement. Ils ont pas dit grand chose quand j'aurais fait la visite. Ouais. Et après, avec le temps, quand ça s'est ouvert, du coup. Quand ça s'est ouvert après, mais c'était fou. Donc ils sont venus dîner le premier soir. Je les ai invités. Ils étaient là, très critiques au début, comme tous parents. Et ensuite, quand ils ont vu la queue devant le restaurant, là, ils ont commencé à être très très fiers, vraiment très fiers. Ouais. Et en fait, tous les soirs. La première année, ils passaient en voiture après le travail devant le restaurant pour voir comment fonctionnait le resto. Et en fait, ils ont fait la même chose après avec Gros Bao. Ils faisaient leur chemin, c'était Gros Bao, Petit Bao, comme c'était à côté. Trop bien. Ils faisaient leur petite visite avant de rentrer et hyper rassurés. Et aujourd'hui, c'est les parents en vrai les plus fiers du monde. Ils sont trop contents. Toute la communauté chinoise les applaudit. Enfin, maintenant, clairement, ils ont rajeuni. Ils ont vraiment rajeuni. Ils ont perdu 5 ans sur leur visage. C'est génial. Ouais, c'est incroyable. Les années de l'inquiétude potentielle. Complètement. Là, c'est fou. Et là, ils sont en joie, ils sont en paix, ils sont heureux. Je les ai jamais vus comme ça. C'est trop beau. Franchement, c'est un super cadeau dans toute cette histoire, quoi. Ouais, non, je suis hyper heureuse. Et justement, les voir comme ça et voir que ils sont bien, c'est ce qui me rend aussi très très heureuse. Ah bah ouais, j'imagine.
Ouais. Alors raconte-nous, parce que j'imagine que le succès va continuer, parce que forcément, moi je connais un petit peu l'histoire et je vois un petit peu la suite, mais Gros Bao va connaître un succès rapide. Oui, en fait, on a la même rapidité, de succès que Petit Bao et sur un volume qui est 2 fois plus grand Ouais. donc pour nous, c'est hyper impressionnant. Mais ça veut dire que t'as mis le doigt sur quelque chose qui manquait profondément. Oui, clairement. Je Bon, savais après, il qu'il y faut que ce avait soit bien, il faut bien faire le job, hein. bien sûr, il faut que Sinon... l'expérience soit au rendez-vous, mais clairement, les en vrai, je savais que, les gens aiment la cuisine asiatique. C'est frais, c'est bon, ça te fait voyager. Cuisine asiatique bien faite, faite maison, accessible, Oui, puis hyper bien servie. t'as aussi choisi de miser sur un icône, comme Oui, peut-être méconnu encore en France, mais comme le burger est une forme d'icône voilà, d'une nourriture occidentale et en l'occurrence américaine, le bao, euh, c'est presque un objet en soi, quoi, iconique, et c'est un peu ta mascotte et c'est un peu la clé d'entrée vers cette cuisine, quoi. ouais, complètement. Du coup, pour moi, c'est pour ça que le bao était hyper important et qu'on l'a mis aussi dans le nom Ben ouais, des restos et du groupe. Je voulais un produit qui soit iconique et qui soit du quotidien et qui soit un reviens-y, hebdomadaire. ouais, ouais, Mmh. ah, bah, C'est évidemment. c'est comme ça, en T'as une fait, pulsion bao. exactement. Tu as impulsion, tu as un craving, tu as un Ouais. manque, tu as un goût de reviens-y et pour moi, ça, c'était hyper important pour en faire des cantines du quotidien, Hmm. hem, dans lesquelles on va toutes les semaines. Ouais. L'idée, c'est que les gens viennent toutes les semaines. Tu C'est ce envie truc où t'es au bureau et tu regardes ta coloc, tu te dis, putain, on serait pas un petit bao, là? ouais, Ah, mais ouais, trop. exactement. Comme un burger, quoi, ou un Comme un truc, ouais. burger. Sauf que, tu vois, ça va être plus léger, c'est quand même moins gras, Ouais, bien sûr. c'est à la vapeur, Mais c'est c'est moins le levier lourd. d'envie. Je le compare parce que c'est un Voilà, levier d'envie c'est parfois. Tu sais, tu ça. te dis, ah, putain, on serait pas un bao, là? Ah, mais Ouais, ouais. c'est exactement ça. Et du coup, tu y retournes. Et puis, si tu veux pas prendre un bao, bah, tu prends un plat, autre Voilà, chose, et tu vas à côté, quoi. exactement. Trop bien. Donc, Gros Bao cartonne. Gros Bao fonctionne très bien. Challenge, gros challenge, notamment à opérer. Mhm. Canard pékinois. Enfin là, c'est une cuisine quand même qui est plus complexe. Ouais. Donc vraiment pas évident à opérer. On a mis 1 an à bien gérer la cuisine. Qu'est-ce qui est Euh, difficile? Aborder un nouvel environnement, un nouvel univers culinaire, un nouveau volume en termes de personnel aussi, peut-être? alors en vrai, oui, bien gérer le volume de personnel sur 2 étages, Mhm. avec 2 cuisines et 2 bars. Enfin, tout le lieu était complexe et maintenant, en fait, avec le temps, on a beaucoup, beaucoup simplifié. On réduit tout à 1. Une cuisine, un bar, Ouais. enfin vraiment, C'est étonnant, de partir avec deux cuisines. Tu te dis, si oui, on se met des bâtons dans les roues, là. complètement. Mais parce qu'à chaque fois, nous, on a voulu avoir, une cuisine pour les bao, Ouais. qui soit visible, où les gens mangent, voilà, devant les maîtres bao. Mhm. Et en fait, on a aussi du wok et une expertise rôtisserie, Ouais. qui requiert, en fait, une autre cuisine, en Mhm. fait. Et vous les aviez dissociés. Exactement. Et en fait, là, ce qu'on apprend, c'est que, on a voulu avoir, il y a trop de complexité, d'expertise, dans notre cuisine. Mhm. L'expertise de la rôtisserie, l'expertise du wok, l'expertise, du bao. En fait, c'est 3 compétences complètement différentes et Ouais. qui requièrent, en fait, des expertises très, très précises. Et c'est ça, en fait, qui a été pour nous difficile à maîtriser. Donc il fallait des mecs bons sur ces trois terrains-là, c'est ça? Complètement. Des mecs bons, du coup, qui sont plus chers aussi, Ouais. et qui on se forme à ces expertises aussi, plus lentement. Mais au final, on a réussi. Mhm. On a réussi le pari. Mais c'est vrai que ça a pris 1 an. Quel rapport t'entretiens avec le personnel? Parce que là, tu découvres autre chose quand on devient comme ça patron, patronne, pas du jour au lendemain, mais très rapidement, et que la masse salariale grandit aussi rapidement. Euh, c'est un métier à part entière que de s'adresser à son personnel, surtout en restauration, parce qu'il peut y avoir beaucoup de turnover, parce que des conditions de travail sont parfois difficiles à cause des horaires, c'est physique, en cuisine comme en salle. Tu te comportes comment? Qu'est-ce que tu découvres de ce que tu es capable de faire sur ce terrain-là, ou là où tu es moins bonne, et comment ça évolue en fait? Alors, c'est là où tu découvres vraiment, que tu es plus entrepreneur et que tu es vraiment un chef d'entreprise. Ouais, Et là, c'est une grosse et ouais, différence. c'est vrai. Mmh. Et en fait, dans ça, tu as la responsabilité, du travail de 70 personnes. Tu as la responsabilité de les payer Mm. tous les mois Ouais. et de payer aussi toutes les autres charges. Et du coup, ça te met donc vraiment tu prends des épaules, et bien sûr, tu as un devoir aussi de les accompagner
dans leur formation, de les faire grandir dans l'entreprise, de faire en sorte qu'ils se sentent bien Ouais. et qu'ils soient payés à leur juste valeur et que ce soit équitable pour tout le monde. Et en fait, du coup, les RH, au-delà de la cuisine de notre expérience client, le modèle RH est une vraie question. Mm. Et nous, en fait, on l'a travaillé quand même dès le début. La culture RH chez Bao, pour moi, ça a été très très important parce que je savais que si on traitait bien nos salariés, si les gens étaient heureux de travailler chez nous, en fait, automatiquement, ça allait se transmettre Mm. dans la cuisine, dans le service, dans l'expérience. Et ça passe par quoi alors, le wellness entre guillemets, comme on dit, des employés? Alors, du coup, nous, en fait, on a une communauté de presque 20 nationalités différentes. Et en fait, on est vraiment une culture de on accueille ta différence. Mais ça vient aussi de nos origines et de notre vie perso. On vient aussi de milieux et de cultures différentes et du coup, on accueille l'origine et les traditions et les cultures de chacun très ouvertement. Ok, ça c'est dans votre ADN. Ça, c'est notre ADN. Et donc, du coup, en fait, vraiment, on est même dans la curiosité de l'autre et de savoir comment on fait dans son pays. Enfin, et ça, c'est vraiment ce qui nous réunit. On a une curiosité, en fait, des différentes cultures. Et par contre, on est tous unis par la même passion autour de la cuisine. Okay. Et du coup, on se retrouve autour du staff meal, on se retrouve autour de bien manger, on se retrouve autour du bon produit. Staff meal, c'est imposé. Ça, oui. C'est un vrai temps. Ouais, c'est un vrai temps, c'est génial. Et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et du coup, là, ils mettent des épices indiennes, népalaises, bengalaises, chinoises, vietnamiennes. Là, c'est... Ok. C'est un temps de cohésion, de partage. Exactement. On découvre la cuisine de tout le monde. Hyper important, hein, ça, le temps de repas du personnel. C'est un truc qui est qui peut être une clé de team building. Ah ouais, complètement. Et c'est ça tous les jours. Du coup, ça renforce aussi énormément les liens. Ouais. Donc cette culture-là est très forte chez nous. Et nous, on a une culture, je pense, de la performance, mais aussi de la bienveillance. Parfois, on peut être très gentil. On a peut-être été trop gentil parfois, mais vraiment, on parle bien, on respecte les gens. On a toujours fourni des cadres de travail 5 jours, une coupure maximum dans la semaine, 2 jours de week-end d'affilée. Et ça, c'était très tôt. Enfin, c'était il y a 6 ans. À l'époque, c'était pas aussi... Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais à l'époque, c'était pas aussi... Tout le monde, les entrepreneurs à Paris, dans les villes, un petit peu, voilà, dans l'air du temps. Bien sûr. Dans le monde de la restauration, je pense que ça représente 4% ou 5%. Oui. C'est vrai. Mais oui, c'est en tout cas plus courant. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus courant et c'est vrai qu'on a commencé dès le début. Donc, les gens étaient contents de venir. Il y a un équilibre travail et vie personnelle qu'on respecte et qui est important. Et ensuite, on passe beaucoup de temps ensemble. Même nous, avec Billy, avec les employés. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous êtes là, quoi. On est là. Et puis, on est là, staff meal ensemble, on va au resto ensemble, on découvre d'autres restaurants à Paris ensemble. D'accord, vous embarquez vos employés en dehors du temps de travail pour faire des trucs. Ah oui, complètement. Mais de manière spontanée ou c'est organisé? Non, on a pas la première année à Petit Bao, par exemple, on avait un cours, on avait un coach de sport et on allait aux Tuileries faire des cours de sport ensemble. D'accord, donc ça c'était l'entreprise qui réglait un coach et qui le mettait à disposition de ses employés pour fédérer un petit peu là. Exactement. D'accord. Un nouveau restaurant qui ouvre, on se dit allez, on y va ensemble. Non, et clairement, donc beaucoup de moments en fait de team building de manière spontanée. Okay. Et après des gros temps forts où on fait la fête ensemble. Ah oui. Ouais. Et l'œil qui s'allume là. On fait la fête ensemble. On sent qu'il y a eu des grosses fêtes dans la famille Bao. On sent qu'il y a eu des bonnes grosses fêtes. Mais c'est des fêtes, bon, pour des anniversaires, mais surtout les temps, par exemple, de fête de la musique. Ah oui. On a toujours fêté la fête de la musique à Petit Bao et Robao. Et là, c'était énorme avec les gens. Mais en fait, tout le staff, s'éclate. Musique à fond, DJ tout le temps, un peu des dingueries. On a fait des dingueries. Et après, bien sûr, on danse jusqu'à 1h, 2h tous ensemble. Et c'est vraiment des gros moments dont on se souvient, qu'on a partagés, qui sont exceptionnels. Ah ouais. Et ça, chaque année, en fait, à répétition. Et ça devient des moments qu'on répète et on sait et qui sont attendus. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça, ils sont attendus parce qu'on sait que ça va être un énorme moment. Et en fait, ça se fait dans plusieurs restaurants. Et les équipes, à chaque fois, sont trop contentes de ce moment-là. Il y a ces moments-là, il y a aussi les festivals.
Willow Green, pareil. Quoi, vous délocalisez, vous allez là-bas, vous On ouvrez va là-bas, mais ce qui est génial en fait avec Willow Green, c'est que du coup, c'est les staffs de tous les restaurants mélangés, voilà, qui apprennent à travailler ensemble. Alors que d'habitude, chacun est dans son resto. Ouais, les petits mais- baos, les gros baos. Exactement, mais là, tout le monde se mélange, tout le monde se rencontre. Enfin, c'est des moments aussi. C'est là où qui la sont notion très de heureux. famille et de groupe prend tout son sens. Parce qu'il Complètement. y a une suite à l'histoire. Ok, succès, petit bao, gros bao, succès. Bon, forcément, vous vous dites, continuons. C'est ça. Donc, quels sont les éléments qu'il y a eu après? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, donc Bleu Bao. Le bao, Voilà. Et là, on avait envie d'un restaurant qui soit plus poétique, enivrant, aller sur un peu du casual fine dining. Donc on sort un peu de notre zone de confort qui est la cantine. prise de risque. Là, en l'occurrence, prise de risque. Encore une prise de risque. Et là, pareil, Bleu Bao, on a mis, je pense, 9 mois à bien maîtriser ce modèle-là. Et aujourd'hui, on est très, très contents. Et ensuite, Bao Express, grande cantine diner hongkongais qui sert des dim sum. Donc, ouais, très... Et ça, on a ouvert en fait un restaurant par an, un labo, qui nous permet en fait voilà, de faire nos sauces centralisées au même endroit. Qu'est-ce que vous y faites dans ce labo? Donc, les sauces? Les sauces, les baos. D'accord. Ouais. Et alors, tout part de là? Tout part de là et on livre dans le restaurant. Ok. Mais là, du coup, en cuisine, dans les restos, le process, il se termine? Alors, découpe de tous les légumes. Ok. Il y a quand même certaines sauces qui sont spécifiques au restaurant. D'accord. En fait, au labo, c'est les recettes communes qui sont faites. Ok. Et après, dans chacun des restos, on a des spécificités culinaires Ok, qui sont faites sur place. qui sont faites sur place. Ok. Exactement. Donc, il y a des livraisons qui partent du labo et qui Voilà. viennent nourrir les différents restos. Exactement. Donc, combien de restos? Alors là, on en a 6 aujourd'hui parce qu'après, on a ouvert Marseille, Marseille, Gros ouais. Bao à Marseille, Mhm. et on a ouvert Petit Bao, Faubourg Saint-Denis. Et donc Ok. aujourd'hui, on en a 6. En combien d'années? En 6 ans. Oui, c'est ça, ce que tu disais. Un tous les ans. Oui, à Ok. peu près. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de 6 années, qui est un temps long, mais qui, avec votre vélocité et votre densité entrepreneuriale, est assez rapide, parce qu'un restaurant par an, c'est fou. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu te dis, mais non, on va continuer à faire un restaurant par an tous les ans pendant jusqu'à ce qu'on en ait marre? Alors, en vrai, en prenant du recul, c'est marrant parce qu'avant, je prenais pas du tout de recul. Bah, ouais, enfin, si t'as ouvert un restaurant par an en 6 ans, c'est normal de pas pouvoir prendre du recul. Tu devais avoir quand même 2-3 trucs à faire. Voilà, faudrait qu'on prenne du Ouais, recul. ça- Oui, bah, tu voudrais pas qu'on ouvre un restaurant plutôt? Allez, tiens, viens. Voilà. Pourtant, moi, on est plutôt des tempéraments, enfin moi, surtout fonceuses, donc on y va. Là, je suis hyper heureuse de ce qu'on a réalisé, de là où on en est aujourd'hui. C'est vrai qu'on allait vite, et c'est vrai que ce que j'aurais fait différemment peut-être, c'est que à chaque fois, on a voulu faire toujours différent, toujours différent, avec des tailles différentes. Je pense que pour simplifier les choses, T'aurais pu dupliquer un on peu aurait pu exactement. des Ou- formats. dupliquer des formats peut-être plus tôt, ou aller sur des tailles qui se ressemblent un peu plus, des Ouais. modèles de cuisine qui se ressemblent un peu plus. Parce qu'à chaque fois, en faisant différent, tu complexifies. Et là, du coup, avec ces expériences, là, aujourd'hui, on est plutôt dans un moment où on essaie de simplifier pour toujours en fait conserver la même qualité. Du coup, en faisant plus simple, mais en faisant meilleur. Plus simple à quel niveau? Plus simple Tu veux dire, t'épures la proposition? Moins de propositions? Non. Non, on essaie qu'il y ait moins par exemple, de spécificité culinaire dans chacune des adresses. Qu'il y en ait peut-être 2 et pas 6. Plus lisible. Plus lisible, exactement. Donc c'est plutôt dans ça, et dans le format des restaurants maintenant qu'on ouvre, là on va ouvrir des petits baos dans des quartiers. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert un deuxième rue du Faubourg Saint-Denis. L'idée c'est que Petit Bao devienne vraiment la cantine de quartier. Ouais. Et donc c'est ce modèle-là qu'on va installer dans les différents quartiers de Paris. Parce que le process est plus simple et qu'il est maîtrisé et que du coup vous allez pouvoir le dupliquer? Oui, exactement. Parce qu'économiquement aussi il est plus valable qu'un autre, qu'un plus grand volume, ou Alors pas nécessairement? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il est plus simple aussi à opérer, Ouais. un format qui est plus facile à trouver, et aussi un temps de... Tu dis en termes de local, tout ça, c'est plus Oui, simple. en termes de... Exactement. Ouais. Et puis avec le labo externalisé, plein de petits Exactement. points, tac, tac, tac. C'est ça.
Et après, on se dit que Gros-Bao, ça restera toujours nos emplacements flagship. Ouais. Donc, quand on trouve une opportunité sur un local qui est magnifique, très bien placé, on mettra un flagship Gros-Bao comme on a pu faire à Marseille. Ok. Marseille, pourquoi Marseille? Parce que un format différent, un concept différent, changer de ville, c'est quelque chose. Marseille, c'est pas une ville comme les autres. Marseille, c'est une ville. C'est Marseille. Ouais. Ouais, carrément. Mais là encore, on a fonctionné au coup de cœur. Ah ouais. Ouais, parce on avait fait un petit tour des grandes villes de France, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et en fait, Marseille, c'est la ville qui nous correspondait le mieux. Je pense qu'on a été touchés par aussi le melting pot culturel. Ouais. Une ville pleine de différentes cultures. On embrasse les Bordelais. Et en fait, un développement aussi gastronomique hyper intéressant. Ouais. Fulgurant, enfin incroyable, quoi. Toutes les semaines, il y a un truc qui ouvre. Exactement. Et on a adoré cette énergie. Et donc et surtout aussi l'opportunité du local, parce qu'on nous a présenté un local très bien placé à côté du Vieux-Port, sur la place, en face de la mercerie, en face de Maison Empereur. Très très beau local. Et en fait, c'est aussi le coup de cœur par rapport à ce local qui nous a fait choisir Marseille. Ok. Une question, deux dernières questions. Quand on a eu ce développement, vers quoi on a envie de tendre? Alors, on imagine bien que développer sa marque, la déployer, faire en sorte qu'elle soit connue, installer, que ça devienne peut-être une franchise qu'on puisse reconnaître un peu partout en France, ça peut faire envie de se dire tiens, en fait, je suis à tel endroit, il est où le Bao dans cette ville? Il est où le petit Bao dans cette ville? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vous motive et jusqu'où vous voulez aller? Alors, en effet, ce qui nous motive, c'est vraiment de devenir la référence de la cuisine chinoise en France et être présent dans les grandes villes. Et en Paris, en tout cas, continuer notre développement sur les différents quartiers. Vous avez le sentiment d'avoir inspiré d'autres entrepreneurs ou pas? Sur ça, oui, je pense. Que ce soit sur la cuisine chinoise ou même sur les cuisines, en fait, de franchement, de tous les pays. J'ai l'impression que le développement de restaurants avec une cuisine mondiale, elle est, c'est fulgurant là depuis ces 3 dernières années. C'est dingue. Et c'est trop bien. Ça donne vraiment beaucoup de profondeur à la scène gastronomique française. Et après, au-delà de la France, notre rêve, c'est d'aller en Europe. Ah oui. Ouais, je sais pas dans combien de temps, mais en tout cas, c'est... Oh, ben non, c'est moi, non? Non, là, on n'ira pas aussi vite, parce que c'est un tout autre marché à préparer. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté, une vraie envie qu'on a. Pourquoi? Je pense que le concept de Bao, en fait, s'adapte très bien à des grandes villes. Je vois plus Bao à Londres ou à Madrid que à Pau. Mais j'ai rien contre Pau, mais c'est plus un restaurant qui en fait qui va bien en fait dans des villes dynamiques, culturelles. Où il y a une mixité aussi, très certainement. Exactement. Ouais. Où il y a déjà cette ouverture et cette curiosité pour une autre culture, en l'occurrence gastronomique. Exactement. Et après, nous, on a aussi une approche du design, de l'architecture, de la manière dont on présente nos plats, qui est ce qu'elle est et qui est importante pour vous. Et qui est importante pour nous et qui, en fait, résonne, je pense, mieux pour des grandes villes. Ouais, en milieu urbain. Complètement. 6 ans, un restaurant par an, des perspectives à l'international. Et comment, dernière question, on gère ça pour soi? Toi, on te sent pleinement épanoui, mais j'imagine que c'est extrêmement prenant. On est loin des larmes qu'on pouvait avoir le matin en allant au travail. Là, on sent que c'est plutôt rayonnant, plutôt joyeux, plutôt stimulant. Néanmoins, c'est extrêmement prenant. Comment on gère sa vie à soi quand on est à ce point impliqué et porteuse d'un projet d'une telle envergure? Alors ça a été mes grandes questions. Je n'existe plus. Non, vraiment. Alors, je me suis clairement oubliée pendant 4 ans. Ma vie, ça a été Bao. Vraiment. 100% impliquée, 1000% impliquée, complètement passionnée. Bao, ça a été ma vie. Donc sans le sentiment sans t'en plaindre, en fait, t'étais pleinement épanouie là-dedans. Ah oui, complètement épanouie. Par contre, je sentais quand même un peu de fatigue, forcément.
comme tout entrepreneur. Et surtout à ce moment-là, j'avais pas encore mis toute ma routine que j'ai maintenant de sport, d'écriture et de bien-être qui sont hyper nécessaires en fait à mener une vie entrepreneuriale saine. Ah, hyper important. T'as senti qu'il y avait un déséquilibre à un moment, qu'il y avait Ah, des manquements. complètement. Parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé et en fait, j'ai oublié aussi d'autres aspects de ma vie que j'adore, qui sont en effet le sport, la nature, les voyages, l'écriture. Et en fait, je me suis reconnectée à ça, depuis 1 an et demi et depuis, je vois un changement vraiment, dans ma vie. Alors c'est hyper important ça parce que souvent on pourrait croire que c'est contraire à l'idée de productivité. Or, et Dieu merci, on en parle de plus en plus, le bien-être de ceux qui entreprennent est nécessaire pour durer, pour se sentir bien dans ses pompes, dans sa tête et donc mieux travailler. Il faut donc penser un petit peu à soi et aller parfois contre la dynamique de travail. Comment tu as mis les choses en place et comment tu as créé ce temps en fait que tu ne donnais pas à ces terrains qui te parlent aujourd'hui? Oui, alors en fait, j'ai compris que pour nourrir les autres et les autres, c'est, les clients, les équipes surtout, Mmh. tous les partenaires, en fait, on est comme dans un rôle de représentation et on donne beaucoup. Pour que moi, je puisse nourrir les autres et l'entreprise, il fallait que moi-même je sois nourrie Mmh. et en fait, je me nourrissais plus, à part avec de la nourriture, Ouais. mais j'avais besoin d'autres Ah oui, t'étais nourritures. sous cloche, t'étais dans ton truc entrepreneurial et tu vivais rien Complètement, d'autre. exactement. Et du coup, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de beaucoup de temps, seule. Parce que comme je suis beaucoup, avec les autres, à un moment, j'ai besoin de me recharger Mmh. et donc j'ai commencé à vraiment, avoir des moments, des bulles à moi, le week-end, à Tu te les as partir imposés. je me suis imposée le week-end à partir même seule, parfois en voyage quand j'en avais besoin, seule à la mer ou en rando, mais en fait d'avoir des 2-3 jours de respiration seule où je marche et je suis avec la nature Mais et où ça je t'a me paru reconnecte moi. naturel de t'imposer ça et d'imposer ça aussi à tes équipes, de le communiquer à ton associé, à tout ça, de dire: «Ben non, en fait, c'est quoi là, je décroche». Ah oui, alors je pense que, ça a été, ça non, au début, je culpabilisais de Mmh. le faire, clairement. Je partais avec la culpabilité et tu as toujours envie de répondre à ton téléphone jusqu'à ce que tu te dises: «Non, non, si tu fais ça, c'est parce que tu as besoin de ce moment-là pour toi» et après tu décroches. Et en OK. fait, tu le fais peut-être 1 fois, 2 fois où tu culpabilises. La troisième fois, tu te dis: «Non, là, c'est bon». Tu as vraiment besoin de ce temps-là pour toi et tu le mérites. Et en fait, pour que tu puisses donner, toi, tu as besoin de te recharger. Et tu t'organises différemment de fait pour pouvoir te permettre ces temps-là? Ah oui, complètement. En fait, vraiment je crois qu'au bout de 3 ans, j'ai compris aussi que je pouvais pas toujours être en mode production, exécution et que enfin, c'est moi un peu le cerveau créatif et que pour être inspirée, j'avais besoin de temps d'inspiration. Ouais. Et donc en fait, je me laissais mon vendredi, qui était mon temps créa. J'appelle ça mon vendredi créa. OK. Et en fait, je me mets aucun rendez-vous, 0 réunion, je me fais un déjeuner avec une personne que j'ai envie de rencontrer, une personne inspirante, mais de tous les milieux. Il peut être restaurateur, entrepreneur, artiste, sportif, Mmh. juste quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. C'est mon déjeuner du vendredi midi. Je me programme rien, ni le matin ni l'après-midi, mais en fait, je me lève et je regarde ce que j'ai envie de faire. Et ça peut être, j'ai envie d'aller me promener dans une galerie d'art, j'ai envie de me balader dans Paris pour voir des quartiers de Paris que j'ai oubliés, j'ai envie d'aller à Londres, pour le week-end, pour me faire un week-end de 3 jours, j'ai envie d'aller à la mer parce que j'ai besoin de respirer. En fait, je me laisse ce vendredi-là, et je vois en fait, ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de lire, je peux lire toute la journée. Si j'ai besoin d'écrire, je peux écrire une demi-journée. En fait, ça varie tous les vendredis du coup, parce que, je sais pas, ce dont j'ai besoin Ouais. à ce moment-là. Si je veux juste rien faire et aller au sport, je vais au sport. Ou si on t'impose une interview, pour un podcast. Voilà, exact, ben voilà. Et tu sais, les podcasts, je les fais les vendredis. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que tu es On là est les aujourd'hui. relous, on est les relous qui viennent sur ton temps créa. Mais alors attends, le Ouais. week-end, tu travailles un petit peu, j'imagine aussi, parce que quand t'es entrepreneur, chef d'entreprise, tu décroches jamais vraiment, ou est-ce que toi, t'arrives complètement à... Alors, moi, c'est-à-dire que moi, le week-end, je travaille pas sur mon ordinateur. J'ai juste la règle de, pas toucher à mon ordi. Ah ouais. Par contre, je peux regarder un mail ou je peux regarder des petits messages. Je peux répondre si c'est rapide. Par contre, je vais pas me mettre sur un ordi et commencer à vraiment bosser. Ça, je le fais, je me l'interdis. Et par contre, c'est un temps. Alors moi, j'ai besoin de m'inspirer beaucoup. Donc tu vois, je vais regarder des bouquins d'architecture, des bouquins de cuisine, là, je vais un peu regarder ce qui se fait sur Instagram, plus que la semaine où j'ai pas le temps. Ouais. C'est vraiment plus mes week-ends, c'est des moments. Encore, je continue en fait sur la suite du vendredi. Ouais, ouais. C'est l'inspiration. C'est que de l'inspiration. Mais alors attends, tu cumules tout sur 4 jours? Ah oui, et du coup, je cumule le travail productif, exécutif,
Du lundi au jeudi. Ok. Et dans un volume horaire complètement fou, non? Non, non. Moi, je commence à 5 Non. heures, je finis à 23. Alors, par contre, là, Parce qu'à depuis... un moment... Non, par contre, depuis 1 an, comme je te dis, j'ai besoin d'avoir vraiment des temps à moi. Moi, j'ai besoin tous les jours d'écrire. Donc, j'écris tous les matins et je me lève tôt pour écrire. Donc, je me lève à 6 heures et j'écris jusqu'à 7 heures à peu près. D'accord. Je fais T'écris quoi? Des trucs perso, des trucs qui te passent par la tête ou des Ouais, alors c'est sortes de journal? c'est du journaling. Et donc, j'écris tout ce qui me passe par la tête, mes pensées, mes idées. Il y a plein d'idées. J'écris tout. Parce qu'on a l'esprit plus clair. Tu as l'esprit plus clair le matin? Mais tellement. En fait, ça me permet de commencer ma journée avec l'esprit clair. Forcément, on a toujours tous des pensées, des doutes, des questionnements. En fait, là, je mets tout, j'extériorise tout, en fait, sur le papier. Et ça me permet, en fait, de gagner en clarté. Et en fait, en écrivant, les réponses, elles viennent toutes seules. C'est ça qui est dingue. C'est que j'ai plus besoin de réfléchir dans ma tête pendant 30 minutes. Ouais. Juste, j'écris, hop, 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 et ça vient. Et après, je fais du yoga, je fais de la méditation. Donc le matin, c'est vraiment mon rituel où genre je me recentre sur moi-même. Et après, j'attaque ma journée à 9 heures. Et là, je commence voilà mes rendez-vous. Enfin, généralement, les rendez-vous, c'est plutôt l'après-midi. Et le matin, je travaille, je réponds aux mails et Mais là, t'es en mode machine. travaille. Du coup, après, et là, je suis en mode machine. À partir de 9 heures, en vrai, jusqu'au soir, 19 heures, 20 heures, enfin, vraiment en mode machine. Les déjeuners, c'est toujours des rendez-vous business. Toujours. Hyper court? Non, ça peut être 1 heure Oui. ou 1h30 ou 2 heures. Enfin, ça dépend ce que Ouais. c'est comme rendez-vous. Mais par contre, après, oui, de 9 heures à 19 heures ou 20 heures, là, j'avoue, c'est intense. Ah oui. Il y a pas de pause. Enfin, il y a pas de pause. À part mes pauses où je vais au sport. Où D'accord. je mets mes créneaux de sport aussi Ok. dans la semaine. Tu fais combien d'heures de sport par semaine? Alors, j'essaie d'aller au sport 3 fois dans la semaine. D'accord. Ok. Hyper important. Hyper important. Et en fait, maintenant, le sport et l'écriture sont devenus limite aussi importants qu'une réunion. Parce qu'en fait, je sais que si j'ai pas ça... Tu fais pas l'impasse là-dessus, du coup, maintenant? non. Avant, c'était tous les trucs que je zappais. C'est-à-dire que le boulot passait tout le temps avant mon sport ou mon écriture. Maintenant, en fait, ils sont au même niveau d'importance. Ouais. Et depuis que j'ai mis ça en place, en fait, il faut avoir... Pour moi, être entrepreneur, c'est comme être champion olympique ou sportif de haut niveau. C'est une discipline à avoir tous les jours. C'est de la rigueur, une discipline. Savoir comment on fonctionne, nous, savoir ce dont on a besoin, bien se nourrir, intellectuellement, mais aussi en nourriture. En fait, parce qu'il faut tenir sur la durée. Enfin, vraiment, il faut tenir sur la durée. Il faut qu'à la fois l'esprit et le corps soient dans le meilleur de sa forme, quoi. Ouais, tu parles d'une hygiène de vie, d'un mode de vie, d'une philosophie de vie même. Ouais, complètement. Trop bien. T'as mais hâte de lire la suite de la Bao Story. Merci, merci Céline. Merci à toi. Je suis hyper content d'avoir fini cet entretien ainsi, d'avoir abordé, et je le ferai systématiquement maintenant, la routine aussi de celles et ceux qui entreprennent, car c'est une clé fondamentale, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et ça éclaire aussi le succès de Céline, qui prouve que tout est possible, non? Franchement, quand on entend ça, on se dit pas qu'on peut accomplir nos désirs et nos rêves? Bon, en bossant énormément. Car on l'a compris, Céline c'est le genre première de la classe, et quand elle vous dit qu'elle se met dans une densité de boulot, à mon avis, on la suit pas. Mais n'empêche, ça donne de l'espoir, car ça part du cœur tout ça, vraiment. Et d'ailleurs, le cœur, il suit tout du long, dans l'association, évidemment, dans la gestion des RH aussi, du cœur donc, mais de la raison, vous l'avez entendu. Est-ce que Céline, en fait, n'aurait pas tout compris de l'équilibre qu'on doit donner à sa vie? Je vais retourner te voir, en fait, comme en consultation ou en thérapie, je sais pas. En tout cas, merci infiniment d'avoir partagé avec nous, avec moi, ton histoire, et longue vie à la Bao Family. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci de vos retours sur ce format tout récent dédié à l'entrepreneuriat. Je ne doutais pas qu'il vous plairait, mais ça fait toujours plaisir de lire vos messages. Écrivez-moi sur Instagram @chefpodcast, chef au pluriel, podcast au singulier. Vous le savez, je réponds toujours. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et notez, mettez 5 étoiles sur votre plateforme à ce podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, je crois que sur Spotify, par exemple, on a 365 notes. C'est trop bien. Et visiblement, on est à 5 étoiles. Le max. Quel kiff. Bon, après, soyez honnête, bien entendu. En tout cas, merci
Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi pour un épisode de Chef. Abonnez-vous pour ne rien louper et prenez bien soin de vous, c'est le week-end. Alors cuisinez, faites le marché et écoutez votre podcast préféré. Salut!